ne vous laissez pas faire. Ils n'ont pas le droit de vous mettre des muselières sur le visage, ils n'ont pas le droit de vous injecter, ils n'ont pas le droit de vous cloîtrer chez vous. Vous êtes libre, la planète est à vous, vous allez où vous voulez, quand vous voulez. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move. Bonjour à tous et bienvenue sur Gong. Et pour le 7e podcast de la chaîne, j'ai l'honneur de recevoir Raphaël Liodra. Bonjour à tous, merci beaucoup Fred de m'avoir invité pour ton émission. C'est un plaisir de te retrouver. On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble en 2013 sur l'émission Gong dans le tunnel. Et c'était une super vidéo, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus, donc ça fait plaisir de te retrouver. Bah écoute, le plaisir est archi partagé. En tout cas, on va parler directement de ton actualité. Aujourd'hui, tu es passé sur un mode combat tout autre, Oui. d'un autre level. C'est ça. Tu peux nous parler donc de la course de la liberté qui s'est déroulée sur un mois. Voilà, la course de la liberté, c'est quoi? Alors la course de la liberté, c'est un projet que j'ai monté avec Mickaël Pessonneau. Donc on est monté sur Paris en courant depuis les Pyrénées. On a mis comme départ officiel Lourdes parce qu'il y a plus de visibilité, les gens situent plus Lourdes. Ça parle aux gens d'un point de vue symbolique pour le miracle de Bernadette et de la Vierge Marie, le sanctuaire. Mais précisément, je suis parti d'Argelès-Gazost qui est 13 km au sud. Et donc là-bas, c'est ce que j'appelle mon pays, c'est le Lavedan, c'est mes montagnes, je connais tout le monde. Et c'est comme ça que je vis de façon alternative depuis quelques années. Et donc l'idée, c'était de partir en courant du coup de là-bas, en remontant par Paris, en recréant du lien sur la route et en véhiculant nos valeurs, donc celle de la liberté, une liberté inconditionnelle, qui est profondément bafouée depuis 2 ans. Et voilà, essayer de réveiller les gens. Donc j'ai choisi le mythe de Prométhée. Donc là, je ne sais pas si tu veux que je fasse un truc bref ou que je m'étende plus tard. Alors on va reparler Ouais. reparler un peu de Prométhée, mais vas-y déjà, rapidos, plante le décor, parce que donc, tu as fait cette course de la liberté C'est ça. sur un mois déjà. C'est ça, 4 semaines, exactement, 28 jours. 28 jours très précisément. On a fait exprès de partir un samedi pour arriver un samedi, toujours pour avoir la meilleure visibilité possible. Sachant que le samedi après-midi, il y a la manifestation sur Tarbes, où je m'y rends tous les samedis depuis cet été, où je suis connu. Et donc voilà, j'ai fermé la première étape en arrivant à la manifestation de Tarbes avec la flamme et en la menant, donc c'était très sympa. Et donc voilà, courir une trentaine de kilomètres par jour avec une flamme à la main pour évoquer le mythe de Prométhée sur lequel je m'étendrai plus tard. Voilà. D'accord. Donc le flambeau, enfin le symbole du flambeau, c'est pas mal connu, sauf que les gens connaissent, ils connaissent mais sans trop comprendre ce que ça représente. Et du coup, c'est ça, il faut que je fasse des vidéos sur ce mythe de Prométhée parce que les gens ont toujours une idée vague. Donc c'est bien le même mythe, premièrement, qui est célébré à chaque ouverture des Jeux Olympiques. C'est le mythe de Prométhée que les Grecs célébraient, on a perpétué la tradition. Donc le feu peut être vu comme un symbole de vitalité, de force, de révolte, de courage, mais c'est pas seulement ça, c'est le logos en fait, l'intellect humain qui l'a distingué des autres espèces. Et du coup, c'est ce qui permet aux humains de se développer, la civilisation, de maîtriser la nature, les éléments, d'assurer sa survie. Et Prométhée est le grand rival de Zeus, c'est un cousin à Zeus, et c'est le créateur de l'humanité et son bienfaiteur. Mais les humains ne plaisent pas à Zeus, ils n'aiment pas ces petits êtres vaniteux qui se rapprochent du niveau des dieux, et donc leur confisquent le feu, qui jusqu'à présent était accessible aux humains du fait de la foudre que Zeus lançait, et il leur récupérait le feu sur la cime des arbres, particulièrement des frênes aussi. Bon, ce sont des arbres qui ont une symbolique particulièrement guerrière, le frêne. Et du coup, Zeus cesse de lancer la foudre, confisque le feu aux humains et donne l'interdiction aux divinités de le rendre aux humains. Donc Prométhée va braver cette interdiction. C'est aussi le plus grand symbole de la révolte et de la liberté de choix individuel en fait, face au despotisme, face à l'autorité toute puissante. Donc Prométhée va soit, selon les versions, dérober le feu à la roue du char d'Hélios, le soleil, soit dans la forge d'Héphaïstos, le dieu forgeron qui vit dans le volcan de l'Olympe, en fait à l'intérieur, pas dessus comme les autres dieux, lui il est dedans à travailler le fer. Donc il va dérober le feu, selon certaines versions avec l'aide d'Athéna, bon il y a une complicité intéressante entre les deux, bon là pareil je vais pas trop m'étendre, et ramener le feu aux humains, et comme l'intellect en fait, comme le logos, si le savoir cesse de se diffuser d'un corps à l'autre, vivant, il est perdu, il s'éteint. Donc le feu a vraiment cette symbolique du logos, du savoir, de la connaissance à transmettre pour qu'elle survive. Donc les humains vont retrouver leur logos,
assurer leur survie, continuer à se développer. Ça va profondément déplaire à Zeus, qui va lui envoyer sa garde personnelle, donc ses neveux. Ce sont des fils de Styx. Styx qui est une océanide, du coup bien connue pour être un fleuve entourant les enfers, qui est l'océanide pour moi la plus importante. Et du coup, Kratos et Bié. Kratos, donc Krasis, c'est la même étymologie, en fait c'est le pouvoir, donc c'est Kratos, c'est le puissant. Bié, c'est la violence. Kratos et Bié, du coup, la garde personnelle de Zeus, vont venir arrêter Prométhée, l'enchaîner sur un rocher sur les montagnes du Caucase. Il a un supplice qui est bien connu. L'aigle de Zeus lui dévore le foie toute la journée. Prométhée étant un dieu immortel, son foie se régénère la nuit. Il subit ce supplice pendant un certain nombre d'années qui dépend devant les versions. Pour moi, le plus plausible, ce serait 30 000 ans. Il se fait libérer par Héraclès, donc Hercule, qui va venir sceller la réconciliation entre beaucoup de choses et entre autres entre Dieu et Prométhée. Zeus, du coup, et Prométhée. Bah, merci, hein, le résumé est parfait. Et puis j'espère que ça donnera aussi envie, parce que vous êtes bien sur Gong, oui, on va parler combat aussi. Vous en faites pas, mais c'est intéressant de mêler tout ça, parce que de toute façon, on voit bien que aussi bien dans la mythologie de façon large que chez Homère aussi, Odyssée, le combat fait partie de la vie, fait partie intégrante de la vie, quoi. Que ce soit au niveau sportif. Parce que nous, on se connaît par ce biais-là au départ, mais bon, ou alors de façon plus large, quoi. Ah oui, là, c'est vrai que la lutte est engagée maintenant de façon pleine, en fait, avec ce qu'on vit, avec ce totalitarisme qui s'installe depuis 2 ans. Donc là, c'est là-dedans que je suis engagé à 100%, d'où la course de la liberté. Et puis, du coup, mon mode de vie, c'est vraiment un combat de tous les jours, quoi. Le choix de Prométhée, donc de courir avec un flambeau, avec une flamme, c'est venu quand, comment? Alors, du coup, Michael Pessonneau, du coup, que j'ai connu au mois de novembre sur diverses manifestations et marches blanches, du coup, par rapport à tout ce qu'on vit, a mené une marche blanche plus grande qui partait de Lourdes pour rejoindre Paris en décembre. Lui, il marchait 25 km par jour pour les victimes des vaccins, en fait. Et sa marche ne s'était pas bien déroulée, s'était arrêtée au bout de quelques semaines. Et à l'époque, déjà, moi, je lui avais dit, bah, écoute, si je te rejoins, moi, je ferai les étapes en courant devant avec une flamme comme Prométhée. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis passionné de mythologie et de philosophie. Donc, ça m'est venu spontanément, en fait, directement, cette idée. À l'époque, ça ne s'est pas fait, sa marche s'est arrêtée. Et ces derniers temps, en fait, je suis hébergé chez lui depuis le mois de décembre. Parce que moi, je reviendrai sur mon mode de vie plus tard, j'ai un mode de vie très alternatif. Donc voilà, c'est lui qui m'héberge. On en a reparlé au début du mois de février. Je lui ai relancé comme ça, bon, c'est le course de Prométhée, on se la fait, on se la fait pas. Et il était là, il a fait, bah ouais, on se la fait. Il a appelé tous ses contacts. Et en 2 semaines, on l'a mis sur prix. Et c'était vraiment pas évident parce qu'on n'avait aucun moyen tous les deux, matériel, financier. Et même la première semaine, du coup, ça prenait pas trop. On a dit, bon, on va laisser tomber. Et en 1 semaine, tout s'est aligné. On a reçu toute l'aide nécessaire. Et donc, on l'a fait en 2 semaines. Voilà. On va aller un peu vers ta biographie, enfin vers ta vie, etc. Un peu pour savoir comment déjà les sports de combat, comment le combat s'est rentré dans ta vie. Mais pas forcément au niveau sportif. Hein. Un des premiers souvenirs de combat qui te viennent en tête, c'est quoi? Du coup, c'était ta première question déjà de l'émission. C'est ça, ouais. Bah pour moi, ça fait partie de l'essence de l'homme, en fait. Tu t'en parlais tout à l'heure. Et puis, en tant que fan pas fan, en tant qu'élève de Carl Gustav Jung, qui est pour moi mon maître à penser, qui est le plus grand penseur de l'histoire de l'humanité que je connaisse aujourd'hui. En fait, il divise l'âme en plusieurs stades. Donc déjà, l'âme, pour lui, il y a la partie féminine et masculine, l'anima et l'animus. Et dans l'animus, l'âme masculine, il y a 4 stades. Le premier, c'est la force. Le deuxième, le romantisme. Le troisième, le logos, donc l'orateur, l'enseignant, l'intellectuel. Et le quatrième, la sagesse. Donc le premier stade, c'est la force. Donc des archétypes, pour en citer des représentations modernes. Il y a Sangoku, Héraclès, justement, Rocky, Wolverine. Donc le premier stade, c'est la force. Donc pour moi, c'est logique en fait qu'un enfant aime la bagarre, aime le combat. Donc c'était mon cas. Donc j'étais passionné par Dragon Ball, par Rocky, par tout ce que je viens de citer. Donc j'ai toujours eu ce caractère-là, bagarreur à l'école, ils me connaissaient pour ça, voilà, j'aimais bien. Et à 16 ans, du coup, il y a un très bon club de Muay Thai pas trop loin de chez moi, pas trop proche non plus, c'est quoi, 8 km, Bonneuil-sur-Marne. Donc avec les frères Mahmoudi, qui sont mes maîtres, Amar et Nordine Mahmoudi, que je salue et remercie au passage. Donc j'ai essayé à 16 ans. Et moi, j'ai un caractère très entier, très passionné. Donc, par rapport à tous les copains avec qui on y a été, je suis le seul qui suis resté sérieux, qui me suis investi. Et donc, assez rapidement, ça a donné de bons résultats. J'ai beau ne pas être doué techniquement, j'avais un mental très fort et un physique très fort parce que j'étais déjà très sportif à 16 ans. Et costaud, je faisais déjà 1m80 pour pas loin de 70 kg, tout en muscles.
Donc assez rapidement, en fait, j'ai pu affronter et vaincre des adversaires plus techniques et plus expérimentés que moi, de par ma force physique et psychologique. Donc voilà. Et ton endurance aussi, tu as Voilà, toujours c'est ça. Mais donc pour Ouais. moi, je rentre l'endurance dans la force Oui, d'accord. physique, en fait, Oui, dans oui. le côté force physique. Voilà. Mon endurance, parce que j'étais déjà coureur et, voilà, et très sportif. Donc à 19 ans, j'étais en Thaïlande et je vivais déjà de mon art, en fait. Voilà. Et comment est venu ce côté. Enfin, du coup, tu as eu une carrière comme ça en boxe thaï. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Qu'est-ce que tu voulais? À travers ça, tu t'avais pensé à une carrière où tu te laissais porter comme ça par. Ouais, en fait, ça. moi je pense que ça a d'ailleurs été prouvé, ça, par des études, que quand on est intéressé, on est beaucoup moins performant, en fait. Donc, du coup, je le faisais vraiment par absolu, pour le faire parce que j'aimais ça, et être fort, être bon boxeur pour être bon boxeur, sans rechercher, du coup, d'en faire mon métier ou d'avoir de l'argent ou une reconnaissance pour ça. Vraiment pour être bon boxeur, donc c'est arrivé sans trop y penser finalement. Je m'investissais à fond sans calculer ce qu'il pouvait y avoir autour. Et du coup, la suite de ta question, c'était… C'était. Est-ce que tu t'es laissé porter par ça? Ouais, Est-ce ouais, que du coup, c'est ça. Je suis devenu ouais. professionnel sans trop y penser finalement. Donc, T'as commencé à faire un combat. T'as fait de l'amateur avant ou pas j'ai fait peu de combats en classe D. En classe D, j'en ai fait 3. Et après, je suis passé en classe B, j'en ai fait 4, j'ai gagné le championnat de France en classe B, et après, je suis passé en Thaïlande directement. Donc ça a été vite à ce niveau-là. Il faut savoir que Mamar est très exigeant. Donc avant de faire ces combats en classe D, j'avais beaucoup d'expérience. Je faisais des combats à la fin des combats, des assauts à la salle avec Amadouba, par exemple, paix à son âme, avec Lionel Gillette, avec Cheikh Sidibé. En fait, à chaque fois qu'il y avait des gens qui avaient du niveau à la salle, Mamar, il les mettait contre moi, en fait. Et donc j'avais déjà une grosse expérience en sparring à la salle et tout avec des mecs de niveau professionnel finalement. Donc quand je suis passé en classe D ou en classe B, ça s'est fait relativement vite. Et donc du coup voilà, après 3 combats en classe D et 4 combats en classe B, je suis passé en Thaïlande. Est-ce que tu penses que la boxe thaï, tu vois, est-ce que c'est un hasard que tu sois tombé sur le Muay Thai par rapport à, tu vois, de kickboxing ou de la boxe anglaise ou d'autres sports? Il y a un côté spirituel, il y a un côté justement, il y a toute une mythologie aussi derrière. Enfin, Moi, il y a ce côté-là. Voilà, je crois pas au hasard. Ouais. Et non, aujourd'hui, même avec le recul, en connaissant du coup plus ou moins tous les sports de combat, moi je trouve que au niveau percussion, c'est le meilleur, le Muay Thai. Le sport de combat le plus complet, le plus réaliste, c'est évidemment le MMA aujourd'hui. Mais bon, je m'y mettrais peut-être, mais j'ai du mal moi avec le sol, ça m'embête un peu. Moi, c'est vraiment la percussion qui me plaît. Donc niveau percussion, en fait, c'est le plus complet et le plus efficace, le Muay Thai. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Et puis il y a aussi un côté humilité qui me plaît beaucoup. Donc non, pas de hasard. Pas de hasard. Et ce côté donc, ton côté spirituel en fait, enfin, comment ça s'est articulé par rapport à ça, par rapport à à ta carrière de combattant? Et est-ce que tu as commencé justement à avoir cette recherche spirituelle, intellectuelle? Ça s'est fait à ce moment-là ou Non, mon côté intellectuel, je l'ai plutôt redéveloppé à partir de 2017, quand j'ai eu un changement de vie, en fait, où j'étais à Clermont-Ferrand. Mais après, donc, il y a une sorte de spiritualité plutôt dans l'humilité, ou dans ce que les Japonais appellent le Bushido, dans apprécier chaque instant, en fait, avec simplicité, dans le Muay Thai, qui me plaît aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'en Thaïlande, les Thaïlandais m'ont adopté. Là où je vivais, sur Rawai, il y avait la femme qui me faisait mon linge, qui me faisait des prix, qui me traitait un peu comme son enfant. La femme qui me faisait à manger aussi, qui faisait la même chose. Donc tout le monde me connaissait, j'étais le seul de Rawai à me promener à vélo et pas en scooter. Donc ils aimaient beaucoup ce côté humilité, en fait. De toute façon, d'une manière générale, quand tu es humble et courageux, ça se passe bien, les gens ne demandent pas plus, surtout en sport de combat. Donc voilà, les Thaïlandais m'ont toujours apprécié. J'ai été critiqué beaucoup en France pour mon style de combat qui leur déplaisait, qui était trop rudimentaire, trop brouillon, pas assez esthétique. Mais les Thaïlandais, alors que eux, c'est leur art à eux, m'ont jamais reproché ça. En fait, ont toujours apprécié mon style, parce qu'encore une fois, il est humble et courageux. Et parce qu'en plus, j'utilise beaucoup leurs armes typiques de la boxe thaï, donc c'est les coudes et les genoux, qu'on n'a pas forcément en kickboxing. Et donc, vu que moi, ça a toujours été dans mes spécialités, ils aimaient beaucoup mon style, finalement, en Thaïlande. Tu as vécu combien de temps là-bas? Alors du coup, à cheval entre 2011 et 2012, j'ai fait 6 mois. Et j'y suis repassé les années après, faire quelques mois par-ci par-là. Mais c'est vraiment mes gros séjours en Thaïlande, ça a été 2011-2012, 6 mois et 10 combats.
D'accord. Et pourquoi tu n'es pas resté habiter là-bas, par exemple? Pourquoi tu… Parce que moi, les gens que j'aimais à l'époque se trouvaient ici, en fait, et j'ai fait le choix de faire passer en avant donc, ma famille de cœur avant mon activité de cœur, en fait. Pour moi, mes relations privées, personnelles, intimes de l'humain étaient plus importantes que celles de mon activité. Donc du coup, j'ai fait le choix de rester ici, mais j'ai pu en vivre quand même avec les frères Mahmoudi. Là, je vivais en Île-de-France et j'ai fait ma carrière internationale finalement en France, donc avec les Best of Siam, puis avec d'autres combats aussi un peu à l'étranger, quoi, mais en étant basé en France. Et ton environnement familial, tu peux nous décrire un petit peu ça? Quel type d'enfance tu as eu? Voilà. Bah, j'ai eu une petite enfance très heureuse, donc je pense que c'est ce qui fait que je suis aussi fort physiquement et psychiquement. Et après, j'ai eu un peu une désillusion à l'adolescence, je me rends compte que les choses n'étaient pas toutes belles, toutes roses comme je pouvais le croire. Donc beaucoup de choses qui se sont écroulées. À partir de là, du coup, je me suis reconstruit un personnage, donc je me suis renforcé. Et c'est vrai que du coup, donc des accords avec la famille, et je suis parti à 18 ans de chez ma mère, voilà, et j'ai tracé ma route. Et aujourd'hui, je vis en indépendant, voilà. C'est mes choix. Et il y a des croyances métaphysiques aujourd'hui qui disent qu'on choisit sa famille, qu'on choisit quel genre de vie on va avoir, etc. Moi aujourd'hui, je suis dans une optique nietzschéenne, donc je rejette tous les arrière-mondes et toute métaphysique. Et donc ce qui importe, ce sont nos choix du vivant, du conscient. Donc moi, j'estime que je ne les ai pas choisis. Donc voilà, je fais ma vie et sans eux. T'as plus de rapport avec ta famille, avec non, de sang, non. Non. D'accord. Ok. Tu as tu as quoi? Tu as un frère? J'ai plusieurs frères et sœurs. Plusieurs frères et sœurs. J'ai plusieurs frères et sœurs. Ouais. Et du coup, j'avais parlé de mon petit frère autiste, donc j'ai aussi un gène autiste. Je pense qu'on peut, on peut quand même toujours déceler aujourd'hui ou se sentir un petit peu le spectre autistique qui m'accompagne toujours. Mais du coup, non, vu que je m'entends plus avec mon père et qu'il est jeune et du coup autiste et tout ça, donc non, je ne le vois plus forcément. D'accord. Aujourd'hui, donc, tu es installé dans les Pyrénées. Voilà, après installé, plus ou moins, en fait, j'ai adopté le Lavedan, comme je disais, qui est une partie de Hautes-Pyrénées dans les montagnes. Mais j'ai toujours pas de chez moi, j'ai toujours pas de possession matérielle, en fait. Et du coup, c'est mon pays de cœur. J'appelle ça mon pays parce que ça fait partie de ma philosophie vraiment de resituer les choses à l'échelle humaine. Dans une même journée, je peux aller d'un bout à l'autre en courant. Après, voilà, je cours, je peux faire des grandes distances en courant. C'est vraiment à l'échelle humaine. Je peux connaître le moindre recoin, y vivre des aventures dans le moindre recoin et connaître plus ou moins tout le monde là-bas. Donc, c'est vraiment un pays à échelle humaine. Mais du coup, ces dernières années où je vis en marginal, je ne suis pas resté que là-bas. J'étais aussi dans les Pyrénées-Orientales, dans des écolieux véganes, dans le Gard, dans les Cévennes. J'ai fait du woofing, des chantiers participatifs. Voilà, mais maintenant, mon pays de cœur, j'ai trouvé, c'est là-bas. Mais je suis toujours à l'aventure. Aujourd'hui, je suis à Paris. Donc voilà, mais c'est mon point de chute. C'est là où je reviens toujours. D'accord. Et comment s'est passée cette rencontre justement avec les Pyrénées? Pourquoi tu penses là-bas? Il y a des raisons précises? Ouais, alors du coup, moi, j'ai connu du côté de mon père, en fait, qui a grandi là-bas, qui a de la famille là-bas. Mais du coup, à l'époque, quand on y allait, c'était plutôt pour voir la famille, pour rigoler avec les cousins et les montagnes et le pays en soi, je ne le connaissais pas. Donc j'y suis retourné à 20 ans avec des copains. Et là, je me suis mis à leur faire découvrir le pays, à le découvrir en même temps, en fait, à aller dans les montagnes. Après, je suis un amoureux de la nature depuis que je suis petit. Même si je vivais en Île-de-France, j'étais tout le temps en forêt ou dans les champs quand je pouvais, parce que Villecresnes, du coup, c'est le sud-est du Val-de-Marne, c'est frontalier avec l'Essonne et la Seine-et-Marne, donc j'avais quand même des champs et des forêts. Et moi, dès que je pouvais, j'étais dehors dans la forêt. Donc voilà, j'ai toujours été un amoureux de la nature. Donc à 20 ans, quand je me suis mis à redécouvrir tout simplement les Pyrénées, finalement, je suis tombé vraiment amoureux des montagnes. Donc la montagne, c'est vraiment c'est un haut lieu de spiritualité par excellence, de connexion avec la nature et avec l'effort toujours. Donc du coup, c'est symbolique autant que littéral. Tu atteins les sommets par ton effort, par ton unique force physique et ta volonté. Donc ouais, en même temps, cette connexion avec la nature, la pureté, là-bas c'est beaucoup moins pollué, donc les montagnes, c'est vraiment mon élément. Donc je suis tombé amoureux, voilà, et puis je me suis mis après à y retourner de plus en plus, du coup sans passer par la famille, à établir moi mes propres relations, mes propres connexions, mon réseau, voilà, donc maintenant tout le monde me connaît là-bas, et voilà, c'est mon pays. D'accord, et à quel moment tu t'es dit que ce monde-là, tu as parlé de ça tout à l'heure, tu as commencé à en parler, tu t'es dit que tu as eu une crise à un moment, tu t'es aperçu que le monde n'était pas tel que tu l'imaginais. C'est arrivé comment ça? Quel déclic exactement? Donc, il y en a eu plusieurs, c'est arrivé à la préadolescence, au collège-lycée, entre 13 et 15 ans. Donc oui, déception dans les relations avec les copains, les amis, avec la famille beaucoup, surtout la famille en fait.
Et ouais, les yeux qui s'ouvrent, en fait, le voile, voilà, révélation, donc on retire le voile. Et donc, ouais, de se rendre compte, surtout à force aussi d'échecs aussi, de claques dans la gueule, c'est aussi bien symbolique que littéral. Et donc, ouais, se rendre compte que le monde n'est pas comme tu l'imagines, il faut s'y adapter, il faut se renforcer, et psychologiquement et physiquement, si tu veux t'affirmer, si tu veux survivre, ou vivre tout simplement d'une façon qui te plaît, qui te convienne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Prométhée, c'est un rebelle, c'est un Complètement. révolté. C'est le révolté par excellence. Le révolté par rapport à l'autorité céleste, Ouais. l'autorité suprême. Ouais. La première fois que tu as entendu parler de Prométhée, c'était quand? Du coup, j'ai dû en entendre parler dans ma jeunesse, souvent de ma vie, mais à l'époque, ça ne résonnait pas forcément. Et moi, en fait, du coup, en 2017, donc, j'ai eu une renaissance quand je me suis mis à étudier, à changer de vie. Donc, c'est à la fois psychique et physique. Du coup, comme je disais, elle est vraiment à Nietzsche et au monisme, à ne pas séparer les deux, comme on retrouve dans le dualisme de Platon ou des chrétiens. Donc, moi, je pense vraiment que le corps et l'esprit ne font qu'un. Et donc j'ai eu cette renaissance, moi j'ai fait un jeûne très puissant, le fait de jeûner, de ne pas m'alimenter à Clermont-Ferrand. Et en même temps j'ai beaucoup étudié, donc il y a eu une renaissance, mon rapport au monde a changé à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup étudié et j'ai trouvé aussi mon courant philosophique qui est celui de l'absurde, qui est très méconnu, qui est énoncé par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Albert Camus, je ne l'aime pas en tant que romancier, mais en tant que philosophe, je le trouve extraordinaire et il n'est pas connu en tant que philosophe. Donc dans le mythe de Sisyphe, c'est un peu la Bible de l'absurde. Il établit son courant philosophique. Et donc là, il est entre autres question de Prométhée, qui est vraiment le père de la révolte par excellence, en fait. Voilà. Et tu as toujours été révolté, enfin, Oui, c'est ça, c'est mon essence. Profondément, depuis que je suis petit, l'injustice et tout, je peux pas. J'ai toujours du mal avec ce monde, en fait. Donc c'est pour ça que paradoxalement, même si aujourd'hui je me considère nietzschéen, je reste toujours platonicien d'une certaine manière, parce que Platon va distinguer son monde parfait, donc des idées, qui n'est pas accessible au nôtre, et nous, notre monde matériel, qui est imparfait et corruptible. Et donc du coup, avec la matière, avec ce monde du coup imparfait, corruptible, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et voilà, donc j'ai beau être un intellectuel et un sportif, je suis pas du tout un manuel par exemple, et les réalités matérielles m'ont souvent beaucoup échappé finalement, et j'ai toujours eu du mal avec ça, quoi. Et donc depuis que je suis petit, non, toutes les injustices, par exemple ma mère en maternelle. Au début, j'ai voulu aller à l'école pour faire comme mon grand frère, mais très vite, ça m'a déplu, donc je voulais plus y aller. Elle m'a dit trop tard, t'es inscrit, tu veux pas te désinscrire. Et elle me donnait pas d'argument pour ça, en fait. Pour moi, la logique, c'est tu es inscrit, tu peux te désinscrire. Et non, c'était l'argument d'autorité bête et méchant, et donc rien à faire. Moi, je ne m'y pliais pas, je continuais de pleurer, de me révolter contre ça, et de jamais m'y faire, en fait. Donc j'ai toujours été révolté. J'avais 5 ans. Ouais. Donc, ou 4 du coup, je sais plus. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça. C'est dans mon essence. L'imperfection, l'injustice, je supporte pas. C'est comme ça. Donc très vite, tu as eu ce sentiment-là, quoi. 4-5 ans déjà, tu avais déjà la sensation qu'il y avait quelque chose qui collait pas entre ce qu'on disait, ce qu'on prétendait, Ouais. et ce qui était. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme dans Matrix en fait, où il dit tu sens quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde, et même si tu sais pas forcément l'expliquer. Donc ça, et puis du coup après ça peut être une des interprétations possibles de la matrice, du coup que l'expérience de Matrix ou de la matrice, ce serait le monde du coup corporel dont parle Platon, le monde putrescible, imparfait, corruptible, et que la réalité du coup serait le monde des idées, dont on reviendrait peut-être. Donc Carl Gustav Jung parlerait de pléroma, il y a beaucoup de... Mais finalement, toutes les croyances se rejoignent, finalement, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc ça rejoint aussi avec l'inconscient collectif dont parle Carl Gustav Jung, des archétypes. Finalement, seules les formes diffèrent, mais que le fond reste toujours le même, en fait. Il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une essence commune, l'âme du monde, en fait, à tous. Et donc la boxe thaï, enfin, la boxe, c'est à quel âge? C'est à 16 ans que tu... 16 ans, donc c'est très tard. Ouais. C'est très tard, mais du coup j'étais déjà très sportif et très guerrier dans mon âme déjà. Donc j'avais déjà quelques bagarres à mon actif, mais pas forcément beaucoup à cet âge-là. Et du coup très sportif par contre. Je courais beaucoup, déjà je faisais de l'athlétisme, je faisais des tractions en forêt, je regardais Rocky, les Chevaliers du Zodiac, et je me motivais, je partais à fond me tuer aux séries de tractions et tout. Donc déjà costaud, je disais plus d'1m80 pour presque 70 kg tout en muscles. Donc finalement, c'est pour ça aussi que j'ai eu une ascension rapide, malgré mon retard technique et d'expérience. Et ces bagarres, comment c'était? Des bagarres quoi C'était assez gentil finalement. Ouais. Il y avait souvent à la sortie du collège ou au lycée. Ouais, voilà, j'ai un caractère très entier, quoi. Donc voilà, les gens avec qui ça se passe mal, voilà, ouais, c'est clair, quoi. On va au combat, quoi.
Donc si les gens en face ont ce qu'il faut pour assumer et pour aller jusque-là, quoi. Oui, tu n'as jamais eu de problème par rapport à l'engagement physique, justement. Tu as toujours eu. Est-ce que tu te décrirais comme quelqu'un de courageux? Oui, Par je nature. pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Mais du coup, jusqu'à 15-16 ans, j'étais très peureux finalement. Mais après, il n'y a pas de courage sans peur, parce que pour moi, la définition du courage, c'est de vaincre la peur et la douleur ou la souffrance, quoi. Mais du coup, si tu n'as pas peur, finalement, tu n'as pas de mérite à faire un acte. Il n'y a rien à combattre finalement. Donc ouais, j'étais très peureux jusqu'à 15-16 ans, et c'est aussi par ces claques dans la gueule dont je parlais tout à l'heure que finalement j'ai dû me reconstruire un être fort et devenir courageux véritablement à ce moment-là. Avant, j'étais potentiellement courageux, on va dire, ça faisait partie de mon être potentiel, mon soi. Et après, j'ai commencé à me réaliser à partir de 15 ans. Et donc, ouais, mais véritablement, à partir quoi, devenir courageux à partir de 16 ans. Et à 17 ans, je m'estime comme j'étais un homme. J'étais un homme, très fort dans sa tête et dans son corps, à 17 ans. Et le combat, là, si je te dis combat, sport, boxe, quel combat te vient en tête là, le premier? Bah là, le problème, c'est qu'il y a une photo de Quinton Jackson et de Wanderlei Silva à ma gauche, quoi. Et puis quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Wanderlei Silva. Donc comme je parlais tout à l'heure des stades de l'animus, qui est aussi une bonne incarnation du premier stade, de la force, un peu un état sauvage, primaire. Donc là, forcément, je vois les deux, donc c'est Wanderlei Silva. Ouais, sinon, le combat qui m'aurait pu se marquer, là, non, comme ça, je vois pas. J'aimais beaucoup le K1 et le Pride. Ouais. Mais non, mon combattant préféré, c'est Albert Kroos, moi. Et à part ça, D'accord. là, je vois pas un qui Et ressort. pour ce qui est de tes combats? Mes combats, le plus réussi, c'est face à Marco Piqué. Après, celui où le plus fort, du coup, psychiquement, c'était contre Moussa Konaté. Et il y a vraiment un passage de réalisation, du coup, dans ta vie, dans l'absolu, en fait. Tu passes de l'ombre à la lumière. Jusque-là, personne ne me connaissait. J'étais un très bon jeune Nakmoué. Mais je venais de faire mon séjour de mes 6 mois en Thaïlande, dont je parlais tout à l'heure, avec mes 10 combats, là. Et juste après ça, voilà, je rentre de France, je rentre de Thaïlande, je rentre en France. On était en quelle année à Et l'époque? ça, c'était en 2012, début de l'année 2012, printemps. Et il y avait un tournoi à 4 où les 4 étaient connus. Donc c'était Deboussi, je ne sais plus son nom, Sofiane Seboussi, un truc comme ça. Super X, Moussa Konaté, et un quatrième qui se blesse. Et du coup, il cherche un remplaçant. Et donc, moi, j'ai été pris à ce moment-là. Donc, comme outsider, personne ne me connaissait. Et tout le monde pensait que j'allais me faire manger par Moussa Konaté, en fait. Et du coup, gros combat, grosse guerre, gros engagement. Et je l'arrête au 3e round. Donc ça marche vraiment tout le monde. Et après, je fais un combat d'anthologie contre Super X en finale que je perds la décision. Mais j'étais vraiment beaucoup plus entamé que lui aussi. Il avait eu de la chance. Sofiane Seboussi s'était cassé le tibia contre lui au premier low kick, en fait. Donc il arrive tout frais en finale comme s'il n'a pas boxé. Et moi, j'ai eu un combat éprouvant contre Moussa Konaté. J'avais dû descendre à 71 kilos. Donc pour moi qui suis grand et costaud, c'est pas facile de descendre là. Donc ça laisse des traces. Donc voilà, donc je manquais vraiment de puissance contre Super X. Malgré ça, je lui fais très mal. Il termine à faire un malaise dans le vestiaire. Donc voilà, donc grosse guerre d'anthologie pour tous ceux qui étaient là. Et, donc je me suis fait connaître à ce moment-là. Et à partir de là, l'aventure internationale a commencé. On m'a rappelé, j'ai confirmé et ça s'est enchaîné. D'accord. Après, tu as eu un trou dans ta carrière, non? Tu as arrêté, tu as eu un accident? En fait, j'ai eu un accident en début 2014 où j'ai eu 2 vertèbres cassées. Je me suis fait opérer d'urgence dans la nuit, qui m'a éloigné 1 an des rings. Et à partir de là, ma carrière n'a plus été la même. En fait, elle était en dents de scie. Il y a eu 2 bonnes prestations. Il y a eu une contre-performance contre Sami Sana. En fait, on ne savait pas que j'avais la mononucléose. Mais j'étais vraiment épuisé et ce combat est très mauvais. Pour moi, si on compare justement ceux contre Panom, contre Marco Piqué, où il y a des coups de coude, où il y a des techniques de jambes, où il y a tout. En fait, contre Sami Sana, on me voit avancer et mettre juste des patates de bourrin. Et donc, j'étais très épuisé. Et après ça, contre Diogo Calado, encore pire. Je me fais arrêter au 3e round. Et là, vraiment, on se dit, il y a un souci, on va me faire des tests. Et là, on voit que j'ai la mononucléose, que j'ai le foie et le rein très encrassés. Donc, le corps, l'organisme est épuisé d'une manière générale. Donc, à partir de là, 1 an d'arrêt où je travaille un peu à jeûner, à changer d'alimentation, à changer d'hygiène de vie. Mais c'est encore trop partiel. Malgré ça, il y a 2 bonnes performances. Donc, une en Chine. En Suisse, au même endroit où j'avais perdu contre Diogo Calado, contre un Chinois en K1, Wang Ganing, que je mets KO au 2e round. Une contre Shayok à Paris, où on s'était vu aussi au Thai Fight, là, où je bats Shayok. Et 4 semaines plus tard, une grosse contre-performance contre un Slovaque. Bon, là aussi, c'est des choses dans ma vie, des mauvaises raisons, il n'y a pas d'excuses évidemment, qui font qu'après mon combat contre Shayok, j'avais relâché beaucoup de pression et je m'étais fait plaisir, j'étais remonté en poids.
Et j'avais perdu le poids de façon catastrophique juste la veille en fait. J'avais perdu 5 kilos la veille. Et donc sur le ring, j'ai pas boxé en fait. Je me fais arrêter au bout de 2 minutes par l'arbitre. Et pour moi, c'est comme si j'avais pas boxé, quoi. C'est un non-combat contre un Slovaque, du coup en Slovaquie. Et après ça, 1 an d'arrêt. Et là, mon changement de vie véritable. Donc ce que je parlais, je vais à l'aventure dans les montagnes, dans les Pyrénées, à Clermont-Ferrand. Quelle année ça? 2017. Voilà, 2017. Donc je fais un petit boulot d'été, je fais une formation de cirque, je me mets à partir à l'aventure. Voilà. À Clermont-Ferrand, j'ai ce grand jeune. Excuse-moi, on va revenir sur le jeune là. Ouais. Tu avais laissé la boxe thaï de côté à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai laissé la boxe thaï de côté. Ouais. Tu voulais plus en faire ou c'était provisoire? Je sais pas, je vis au jour le jour. Ouais. Mais en tout cas, il fallait que je change de vie. Je le sentais au plus profond de moi que c'était nécessaire. Donc ça pouvait pas ne pas se faire en fait. Ça devait se faire. Donc c'était absolument nécessaire à ce moment-là. Donc je suis à Clermont-Ferrand et je fais ce jeûne du coup où sur une période de 10 jours, je ne bois ni ne mange pendant 6 jours, donc jeûne sec. Et jeûne hydrique du coup, simplement boire pendant 2 jours et 2 jours d'alimentation qui ont été un peu au milieu finalement. Et à partir de là, du coup, grosse renaissance finalement, gros retour à la vie, donc forme physique et psychique. J'étudie beaucoup pendant ces 10 jours, du coup je nourris mon esprit. Et là où je retrouve mon côté intellectuel en fait, qui était potentiellement présent depuis toujours mais qui n'était pas exploité. Et du coup, voilà, j'étudie beaucoup et je change de vie à ce moment-là. Donc, fin de l'année 2017, j'ai mon copain Jawad, donc le fils aîné de Mamar, Mahmoudi, donc mon entraîneur, qui est en Chine, à Shanghai, et qui enseigne le Muay Thai dans un club de MMA là-bas. Il me dit on aurait besoin d'un second prof. Est-ce que ça t'intéresse, Raph? Donc je dis pourquoi pas. Donc je me retrouve à Shanghai pendant 6 mois à enseigner le MMA. Et en même temps, du coup, on a fait 2 combats en parallèle avec Jawad dans la province chinoise. Donc c'était Jawad qui me faisait une préparation. Et donc on a boxé 2 fois en province. Donc un combat contre José Neto que je gagne par décision, qui n'est pas extraordinaire. Et le second combat que j'ai beaucoup mieux préparé, beaucoup mieux géré, contre Nishi, un Chinois d'1m90 plus grand que moi du coup. Et que je mets KO au 2e round en règle K1. Donc ça, c'est mon dernier combat à ce jour. Donc en 2018. Ouais, c'est ça. Donc, je reste sur 2 victoires aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de changements en fait dans l'hygiène de vie. Donc j'ai vraiment acquis les principes du vivant, je les ai intégrés. Donc je suis devenu vegan, je maîtrise le jeûne, je maîtrise beaucoup mieux les principes de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, j'ai une santé qui est incomparable en fait. Et du coup, ce qui a permis aussi là, de faire cette course avec petit peu de préparation, de courir 900 km comme ça. Voilà. Tu as arrêté de manger de la viande animale au moment de ton jeûne des produits et tous les produits, animaux, qui viennent de… Donc à partir de fin 2017. D'accord. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ça? Au départ, tu voulais juste essayer? C'était quoi au départ? Voilà, le véganisme, c'est pas pour moi. C'est pour les animaux et pour la planète. C'est vraiment par empathie et par conscience écologique. Donc je parlais un petit peu du soi tout à l'heure. C'est l'entité finalement potentiellement parfaite que chacun porte à l'intérieur de lui. Et donc dès qu'on est petit, je pense qu'on est très proche du soi. En fait, on sait pourquoi on est fait. Il y en a certains qui vont être attirés par la peinture, d'autres par la musique, d'autres par le sport. Et du coup, il y a encore quel type de sport? Donc par le sport qui leur plaît, pour lequel ils sont faits pour exceller. Et donc le principe d'individuation, qui est vraiment le concept majeur de la pensée de Carl Gustav Jung, c'est que le moi devienne le soi. C'est de se réaliser de façon potentielle, de façon parfaite en fait. Et du coup, mon soi, c'est d'être intellectuel, c'est d'être vegan, c'est d'être romantique, c'est d'être aventurier, c'est d'être guerrier. Donc dès que j'étais petit, j'étais attiré du coup par toutes ces directions. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu perdu par le conditionnement, par le collège que moi j'associe vraiment à l'âge moyen, l'âge bête, la médiocrité, l'obscurantisme. Et je me suis retrouvé au fur et à mesure, et donc particulièrement avec ce jeûne en 2017. Et donc voilà, je pense que dès que j'étais petit, j'étais déjà très proche de la nature des animaux, je les aimais beaucoup. Et dès qu'on me disait qu'un tel avait son père chasseur, je faisais la gueule à un tel. Et donc jamais j'aurais mangé d'animaux en fait de moi-même. Et quand on est petit, on fait confiance à ses parents, donc on mange ce qu'ils nous mettent dans l'assiette sans se poser de questions. On ne fait pas le rapport entre l'animal qu'on aime, qu'on voit dehors, et le steak qu'on mange dans l'assiette. Donc du coup, je pense que naturellement j'aurais dû être porté au véganisme. Et donc j'ai retrouvé mon soi à 25 ans, donc en 2017 avec ce jeune à Clermont-Ferrand. Et aussi, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout à vivre sur Internet, sur les réseaux. Donc, je n'étais pas renseigné, en fait. Et donc, à partir du moment où je me suis renseigné un peu à la question, en fait, que j'ai vu les élevages, les abattoirs, toutes ces horreurs, en fait, toute cette pollution et même simplement cette maltraitance animale, du coup, je suis devenu végétarien en 2016, puis vegan en 2017. Et il n'y a pas de retour en arrière possible, en fait, aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour moi. En plus, il se trouve que je m'en porte mieux. Donc, ça n'a que des avantages. Mais ce n'est vraiment pas pour moi. Même si je me portais moins bien à être vegan, je le serais.
c'est vraiment pour les animaux, pour la planète. Mais en plus, aujourd'hui, tu as beaucoup de reportages ou de films comme The Game Changers qui te prouvent par A plus B que les véganes se portent mieux que les omnivores et qu'on a tout à gagner à l'être et qu'en plus, même ceux qui parlent de petits élevages traditionnels, pas en chaîne ou en batterie, non, non. Pour la planète, c'est beaucoup plus profitable de faire de la permaculture. Au niveau pollution et tout ça, ça profite plus à tout le monde. Donc, il n'y a plus aucune raison valable de ne pas être vegan aujourd'hui, en fait. D'accord. Et toi, tu penses que quel que soit l'animal ou son type de production, il ne faut pas manger de viande. C'est ça. Il faut, Et c'est pas pour nous. En fait, après, évidemment, je ne vais pas aller poursuivre des Inuits ou des Maasai qui vivent de façon primaire. Dans ce cas-là, l'animal qui s'est fait chasser se fait tuer par l'homme comme il aurait pu se faire tuer par un autre prédateur. Il vit libre, voilà. Bon, dans ce cas, mais je trouve ça dommage en fait qu'ils aient raté ce progrès de la permaculture en fait, parce que aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, avec le savoir qu'on a développé, eh ben, on peut très bien se passer de consommer des produits animaux et on s'en porte mieux et la terre s'en porte mieux, tout le monde s'en porte mieux finalement. Donc voilà, aujourd'hui, je prône vraiment à 100% le véganisme, en tout cas pour toutes les sociétés occidentales, pour tous ceux qui le peuvent, quoi, vraiment. Et 99% des gens finalement dans notre monde le peuvent, quoi. Donc voilà, à part les tribus qui sont restées primitives entre guillemets, que eux, ce sera le dernier que je vais aller embêter pour changer leur mode de vie. Oui, oui, tous les autres, évidemment, je prône le véganisme et je suis convaincu que c'est la meilleure chose à faire. D'accord. Aujourd'hui, donc t'habites, tu résides, tu habites dans les Pyrénées. Oui. Comment tu vois la suite des événements, la suite de ta vie? Est-ce que là, cette course de la liberté, c'était vraiment pour toi, ça représente vraiment quelque chose de fort? C'est un tournant? T'en es où exactement? Oui, je pense vraiment que c'est quelque chose de très fort et un tournant dans ma vie. Donc j'ai une amie du coup que j'ai rencontrée ces dernières années dans les chantiers participatifs qui parlait de consécration en fait. Et c'est vraiment un peu ça en fait, parce que du coup ces dernières années, les gens ont un rapport assez difficile avec mon personnage, assez ambigu, mais ils sont forcément saisis par le personnage. Le fait que je vive du coup avec très peu d'argent, sans carte bancaire, sans carte d'identité, sans téléphone, avec mes valeurs du coup très fortes, avec ma richesse du coup culturelle et physique à la fois. Donc bon, après les gens peuvent avoir du mal avec ça. Il y a aussi un phénomène d'attraction-répulsion que je retrouve souvent. Mais du coup, alors pareil, c'est vraiment une consécration. Du coup, c'est le moment où, encore une fois, où je me réalise, où le monde va connaître toutes mes valeurs et je vais les diffuser finalement. Donc à travers cette course, ça a permis tout ça. Là, ça m'a permis de reprendre contact avec toi, par exemple, aujourd'hui, par le biais de la course. Là, ça m'a permis de prendre contact avec des gens ici qui sont engagés dans les convois de la liberté, dans plein de choses comme ça. Donc on est en train de monter plein de projets. Donc c'est vrai que moi, je vis vraiment dans le présent, au jour le jour. Je ne peux pas dire de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, le modèle tel qu'on l'a connu ces dernières décennies ne peut pas tenir. C'est une évidence et j'ai toujours ressenti ça profondément. Et c'est pour ça que même avant d'être vegan, j'ai jamais été dans le système et j'ai toujours senti qu'il ne pouvait pas tenir. En fait, c'est un système de surconsommation qui n'est pas viable et qui est voué à se casser la gueule. En fait. Et du coup, là, le Covid, bon, il y a plein de théories, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est une des manifestations claires. Ça ne peut pas durer comme ça. Donc il faut se réorganiser pour moi et réapprendre à vivre de sa terre, donc avec des besoins très simples. Donc comme je te disais en privé, moi ma vertu cardinale première, c'est l'humilité. Donc j'ai établi mes vertus cardinales à l'image de celles de Platon, mais qui sont différentes. Donc tous les courants de pensée grecs sur lesquels notre mode de civilisation occidentale est basé, en fait, c'est le mode de pensée grec qui détermine aujourd'hui notre mode de fonctionnement occidental. Donc aussi bien Platon qu'Épicure, que les stoïciens, que les sceptiques, c'est toujours la phronésis qu'ils vont mettre en premier dans leur vertu cardinale. Donc phronésis, ça vient du grec phrénos, qui veut dire penser. Donc ils sont beaucoup dans l'intellect, dans le rationnel, à vouloir tout comprendre, tout contrôler en fait. Moi je pense que l'heure est à l'humilité. C'est vraiment ma vertu cardinale première, l'humilité. Ça vient du latin humus qui veut dire terre. Donc la connexion avec la terre, il faut se rapprocher de la terre, connaître nos besoins réels, essentiels, et les respecter en fait. Jamais rien de trop et connais-toi toi-même. Pour moi, c'est la quintessence de la sagesse grecque qui est résumée dans ces deux phrases. J'aime beaucoup la concision. Donc, connais-toi toi-même, jamais rien de trop. Donc, ces deux sentences sont dites apolloniennes parce qu'elles sont retrouvées sur les temples de Delphes, en fait, qui étaient consacrés à Apollon. Et donc, elles sont reprises aussi par Socrate, par le Socrate qui est mis en scène par Platon. Donc, connais-toi toi-même, jamais rien de trop. Si tu suis ces deux sentences, pour moi, il n'y a plus de mots sur la terre. En fait, connais tes besoins réels, essentiels, et respecte-les sans excès, sans erreur, et tout va bien. Donc, se connaître soi-même, là encore, je me distingue des Grecs, ou alors, pas forcément, ça dépend comment ils l'entendaient.
Pour moi, c'est pas une longue réflexion comme pouvait le faire Platon, une masturbation de méninge. C'est vraiment l'humilité, c'est connaître tes besoins simples. Voilà, de quoi tu as besoin réellement. Et suis-les sans excès. Voilà. Et du coup, voilà, c'est mon mode de vie aussi. Moi, je me baigne à la rivière toute l'année, je fais ma lessive à la main au lavoir. Tu n'as pas besoin d'une douche chaude, tu n'as pas besoin d'un smartphone, tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu n'as pas besoin d'une voiture. Donc c'est ça, et pour moi, il n'y a pas d'énergie alternative. En fait, on se rend compte que les éoliennes, que les panneaux solaires, il y a toujours des soucis. En fait, l'éolienne, par exemple, il faut 50 tonnes de béton pour la construire. Elle devient rentable qu'au bout de 50 ans. Non, non, c'est décroissance. C'est la seule solution, c'est retour à la terre, retour aux sources, à la nature, à notre nature, à la simplicité, donc humilité. Donc voilà, ça ne peut pas tenir et il faut changer radicalement de mode de vie. Donc si j'en suis capable, tout le monde est capable. J'ai rien de plus que les autres. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai un cœur. Voilà. Ton mode alimentaire, tu peux nous en parler un petit peu? Tout à l'heure, tu me disais que tu n'avais rien mangé encore dans la journée. Donc généralement, tu jeûnes le matin? Ouais, enfin, généralement, ouais. je déjeune du coup à une heure relativement avancée. Pendant la course, c'était vers midi généralement. Je faisais un ravitaillement au bout de 20 km. Je partais le matin à jeun. Mais après, ça dépend vraiment du coup de mon mode de vie, de mon activité. Si je mange le matin, par exemple, c'est que je n'ai pas mangé la veille au soir. Sinon, c'est complètement absurde de se lever le matin et de manger alors que tu as déjà mangé la veille au soir. Tu t'es pas dépensé, même au contraire. Quand tu jeûnes, le corps fait un travail de réparation incroyable, extraordinaire. Donc, il rééquilibre tout. Donc, il faut foutre la paix au corps et il faut le laisser jeûner le plus souvent possible au maximum. Donc, si tu as déjeuné, si t'as mangé la veille au soir, il n'y a pas de raison de déjeuner le matin. Donc, voilà, là, je déjeunerai après l'émission. Vu que j'ai pas fait beaucoup de sport ce matin, moi je fais toujours mes petites séries de pompes le matin, voilà, mais pour moi c'est pas grand chose. Et voilà, après je fais un peu d'activité, mais légère. Ce matin je me suis fait un peu de lessive du coup à la main, voilà, un petit peu d'études. J'ai préparé un peu de gâteau pour les gens chez qui je suis, pour tout le monde et même pour moi plus tard. Mais voilà, et du coup je suis venu ensuite ici. Donc ça dépend vraiment du coup, mais généralement c'est après le sport. Ouais, moi le sport c'est quasiment tous les jours et je préfère le faire à jeun le matin ou en fin de matinée et déjeuner ensuite. Mais je m'adapte vraiment à mon activité en fait, voilà. Et je me favorise évidemment le cru, fruits et légumes crus au maximum, mais sinon voilà, je peux cuisiner aussi, me faire des légumes, des patates. Et moi je recherche pas du tout les protéines ou les féculents en fait. Donc si on m'en fait, j'en mange. Mais voilà, de moi-même, je vais aller vraiment cuisiner des fruits, des légumes. Les fruits, je les mange crus. Cuisiner voilà, des poêlés de patates avec n'importe quel type de légumes, des courges, des choux, des navets, des poireaux, ce qu'il y a en fait. Voilà, et du coup, ça aussi avec mon message, il faut vraiment réapprendre à vivre de la terre. Bon là, aujourd'hui, bon, c'est pas mon cas, voilà, je suis plus ou moins à fond quand même. Bon, ouais, je mange beaucoup de fruits qui viennent de l'étranger. J'essaye toujours de minimiser au maximum, par exemple d'acheter des oranges qui viennent d'Italie ou d'Espagne, des trucs comme ça. Mais du coup, mon idéal, ce serait de réapprendre à vivre de la terre, quoi, simplement de ce que nous fait la terre, et il faudrait la recultiver à fond. Au lieu d'avoir des champs de céréales qui sont faits pour nourrir les bêtes, qu'il y ait des champs de permaculture, des vergers, voilà, pour faire des fruits et des légumes partout, quoi. Et il y a largement de quoi nourrir tout le monde. Ceux qui nous parlent de surpopulation et tout, ce sont des grosses conneries en fait. Et moi, les gens qui prônent ça, de stopper la natalité et tout, moi j'ai envie de leur dire, mais dans ce cas, tirez-vous une balle vous-même, cassez-vous vous-même. Ça veut dire quoi? Il y a de la place pour vous, mais pas pour les autres. C'est profondément égoïste et stupide. Parce qu'en fait, ma planète à moi, elle est vide. Si tu vis comme moi aujourd'hui, tu ne rencontres très peu de monde. En fait, moi qui suis toujours à courir, à passer par les champs, par les forêts, je croise personne. Si tu vas sur les routes, si tu vas dans les centres commerciaux, dans les métros, c'est bondé. Si tu vis à ma façon, les villages, les petites routes, les chemins forestiers, montagnards, bah tu croises personne. En fait, il y a de la place partout. Donc voilà, il faut apprendre à vivre de la terre. Voilà. On est bien d'accord. Il y a beaucoup plus d'étendues vides de population. Et en fait, tu regardes, tu as des concentrations humaines autour des villes plus ou moins grandes. Dans les mêmes pôles. Tu regardes la Russie, l'Afrique, enfin tous les grands continents. Il y a la place partout. Voilà. Même l'Europe, en fait, qui est peut-être le plus dense. Même l'Europe, tu te rends compte qu'il y a des immensités. Quand tu vis comme moi, ce que je rencontre, c'est désert en fait. Et jamais je vois un humain marcher en fait hors sentier. Ça a dû m'arriver une fois et j'ai été frappé par l'image, quoi. Et je me suis dit, bon, les gens qui me voient, ils doivent me voir souvent, je suis en train de couper, en train de passer à travers champs, dans les talus, dans les trucs, mais du coup, dans les champs, tu vois pas un humain y marcher au milieu, tu vois un tracteur, tu vois des machines, mais même si tu es sur l'autoroute, si tu regardes sur le côté, tu vois des champs à perte de vue ou des trucs, mais tu vois pas d'humain dedans.
Voilà, il avait vraiment de la place pour 10 fois plus que ce qu'on est. De la place et de la ressource matérielle, on fait tout ce gaspillage dans n'importe quel magasin, n'importe quel restaurant, tout ce qu'ils jettent tous les jours. Il y a de quoi nourrir, mais 50 fois plus que ce qu'on est. Il faut juste réapprendre à faire un bon usage, quoi. Encore une fois, le problème ne vient jamais de la quantité, mais de la qualité. C'est ce qu'on fait. Tout juste. Tu parlais du pouvoir réparateur du corps après un jeûne. C'est Pendant le jeûne. Oui, pendant le jeûne, ouais. C'est avec un jeûne sec, jeûne hydrique. Enfin, tu Voilà, peux moi nous parler un peu de ça? moi jeûne à sec parce que du coup j'ai fait les deux. J'ai expérimenté les deux. Le jeûne sec fait peur à beaucoup de monde parce qu'encore une fois, il y a des croyances limitantes pour faire peur aux gens. En fait, c'est des cercles vicieux. Toujours plus tu es faible et plus tu consommes, et plus tu consommes et plus tu es faible. Voilà. Donc évidemment, le but des gouvernants aujourd'hui, c'est de rendre faibles les populations, pour les contrôler évidemment. Donc depuis qu'on est petit, on nous rabâche, il faut boire tout le temps de l'eau avant d'avoir soif. Donc c'est complètement stupide en fait. Donc les besoins du corps, le corps il sait ce qu'il fait. Donc c'est comme manger avant d'avoir faim ou se reposer avant d'être fatigué, quoi. C'est complètement absurde. Donc il faut écouter son corps. Et voilà, et donc on nous dit qu'au bout de 48 heures, on risque la mort sans boire, voilà, boire toujours de l'eau, toujours. Et donc moi, pareil, ça me faisait peur aussi. Donc au début, j'ai jeûné hydrique. Un jour, j'ai franchi le pas, j'ai essayé le jeûne sec. Et maintenant, je ne jure que par le jeûne sec. Ça fait vraiment mon expérience. Et donc là où je te parle aujourd'hui, je n'ai pas avalé une goutte d'eau de la journée. Et quand je faisais mes courses de 30 km là, par jour pendant la course de la liberté, je partais à jeun en jeûnant à sec en fait. Et voilà, et même finalement pendant la course, quand je mangeais mes fruits au 20e kilomètre, ça m'arrivait de faire des étapes entièrement de façon à jeun, en jeûnant à sec. Mais généralement, je faisais un ravitaillement au 20e kilomètre. Et là, c'était même pas de l'eau que je buvais, finalement, je mangeais des fruits. Et les fruits sont composés majoritairement d'eau, donc ça m'hydratait suffisamment. Et la plupart de mes journées se passent sans que je boive de l'eau pure, en fait. Je suis suffisamment hydraté par mes fruits et par mes légumes. Donc voilà, je prône vraiment le jeûne à sec, je trouve ça vraiment beaucoup plus puissant, en fait. D'accord. Oui, tu as vu vraiment la différence? Je la ressens vraiment profondément. Ouais. Au niveau réparateur Voilà, sur le corps, c'est vraiment... tu as des exemples concrets à nous donner? Ouais, j'ai des exemples, je peux vous en parler, parce que du coup, le sang doit toujours garder la même fluidité. Donc à partir du moment où tu cesses de t'hydrater de façon extérieure, l'eau, il faut qu'il aille la chercher dans le corps. Donc il va aller la chercher par exemple dans la lymphe. Donc le système lymphatique va se renouveler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus puissamment qu'en jeûne hydrique. Il va aller aussi chercher dans les lipides, donc les réserves de gras, il va les faire fondre pour s'hydrater, donc tu vas taper dans le gras beaucoup plus vite. Donc d'une manière générale, le corps du coup n'a plus... c'est le principe du jeûne en fait, c'est que l'énergie de la digestion est libérée et il va se concentrer sur l'intérieur, mettre toute son énergie à réparer ce qui ne va pas à l'intérieur du corps. Donc tu n'ingères plus aucun agent extérieur en fait. Parce que même quand tu bois, du coup, il y a un agent extérieur qui doit être traité par le corps. Donc c'est aussi de l'énergie. Donc voilà, à partir du moment où tu jeûnes à sec, tu n'ingères plus rien. Le corps se focalise que sur l'intérieur, dès le début. Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant en fait. D'accord. Oui, même par rapport en fait à l'eau ou des principes inculqués, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'hydrater. En fait, on est déjà dans la surconsommation, quoi. Complètement. Dans des choses aussi élémentaires que ça. J'en parlais aussi avec un copain là, Steph, lui fait un petit coucou, Géronimo, qui a fait une partie de la course avec moi là, qui était en vélo. On peut le voir sur les vidéos. Ça lui fait des peintures de guerre quand il tenait le flambeau. À chaque fois, il se mettait du pétrole sur les mains. Et du coup, il disait qu'il a vécu lui avec des peuples primitifs, des tribus aborigènes, et il disait que les Occidentaux sont drogués à l'eau en fait. Même eux, ils boivent très peu dans la journée finalement. Ah, d'accord. Ça, tu t'en as aperçu quand? Au moment du jeûne, justement? Ouais, en jeûnant, ouais. Et puis du coup aussi, grâce aux vidéos de Thierry Casasnovas, qui a une chaîne YouTube connue que j'ai suivie pendant plusieurs années. Bon, ces plusieurs années, du coup, je rate plus ces vidéos parce que ces principes majeurs, je les ai intégrés, donc je les vis aujourd'hui. Et voilà, mais du coup, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup éclairé au début sur la voie pendant plusieurs années, entre 2015 et 2017 plutôt. D'accord. Aujourd'hui, donc, les sports de combat dans ta vie, tu continues à t'entraîner, tu donnes des cours d'après ce que tu m'avais dit. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Moi, c'est ma vie, le combat. Donc, voilà, même quand je suis au pays, dans les Pyrénées, maintenant, je commence à être connu. J'ai mes élèves maintenant et je donne des cours à prix libre, en fait, de façon officieuse. Donc, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Le woofing et les journées participatives, c'est bien. Mais bon, moi, je suis pas fait pour ça, quoi. On sent vraiment bien que dès qu'on fait ce qui nous passionne. Et donc, voilà, si je peux vivre de mon art, je préfère largement le faire. Et là, depuis à peu près 1 an, c'est ce que je fais. Donc, voilà, je commence à être assez connu dans mon pays. Et donc, j'ai quelques élèves réguliers. Donc, j'arrive à vivre de mon art, de mes cours. D'accord. Et la compétition J'aimerais y revenir. Mais du coup, voilà, comme je disais, moi, je suis très engagé depuis le début contre tout ce qui se passe. La liberté, c'est vraiment mon dogme. Donc, vraiment valeur de dogme, ça ne se remet pas en question. Et donc, je n'ai pas porté le masque une seule fois, nulle part. Même en venant ici, ça a encore failli chauffer avec des policiers à la Gare du Nord.
Voilà, donc vont se tirer sans amende. Mais de toute façon, comme je leur dis, enfin là je leur ai pas dit, là, bon, j'ai tempéré, mais face aux autres policiers ou gendarmes que j'ai pu rencontrer ces dernières années, en fait, je leur dis de toute façon les amendes ne seront pas réglées. C'est clair et net. Donc j'ai plus de carte d'identité, plus de téléphone. Et donc j'ai respecté aucune mesure depuis le début. Confinement, couvre-feu, je vais où je veux, quand je veux, et je leur dis en face. Donc on a failli se battre des fois. Finalement, là où je vis, ils ont appris à me connaître et à me respecter. Donc me respecter, pas forcément dans le sens de me craindre, mais dans le sens de m'estimer. Donc c'est une très bonne chose à mon sens. Et donc voilà, depuis le début, je n'ai respecté aucune de leurs mesures. Et voilà, ça c'est aussi un message très fort de la course que je tiens à faire passer. Et voilà, donc c'est la responsabilité de chacun. Si tout le monde avait fait comme moi dès le début, ils n'auraient rien pu faire. Et c'est ce que j'ai répété sans cesse pendant la course. C'est Étienne de la Boétie, la servitude volontaire. Ils ne sont qu'une poignée, ils ont le pouvoir qu'on leur donne. Chacun est responsable de tout. Ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Donc reprenons nos responsabilités, reprenons le pouvoir. Et voilà, c'est à chacun de se dresser face à l'inacceptable. Est-ce que tu te considères comme un anarchiste? Complètement. Et en quel sens? Voilà, donc j'en ai parlé dans une petite vidéo qu'on a publiée hier ou avant-hier. Donc complètement en fait. Donc c'est un terme, encore une fois, qui est galvaudé, que les gens considèrent d'un très mauvais point de vue. Donc arché en grec, c'est premier. Donc anarchie, c'est l'absence de primauté. Donc le an qui est devant vient du a privatif, le préfixe. Ils ont rajouté le n par euphonie en fait. Comme pour inactivité, normalement c'est le i qui veut dire l'inverse. Mais du coup, au lieu de dire inactivité, ils ont dit inactivité. Le N a une plus belle consonance du coup phonétique. Oui, c'est formel. C'est de l'euphonie, c'est ça, c'est le principe de l'euphonie. Donc anarchie, c'est l'absence d'archi, donc qui vient du grec arché premier, donc absence de primauté. Donc c'est ça que moi que je prône et que je vis, que j'incarne. C'est personne ne prime sur personne, on est tous différents, on est tous complémentaires, on a besoin les uns des autres. Et c'est mon mode de vie en fait. Moi j'apporte mes richesses et en échange les gens me donnent ce qui me manque. Donc souvent c'est à manger ou de quoi m'héberger, le toit. Et moi, en échange, du coup, j'apporte aux gens mon savoir donc, global dans mon mode de vie, ou en Muay Thai, ou ma force physique, quand je fais du woofing, voilà. Donc c'est comme ça que je vis, en fait, et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on vive absolument. Donc voilà, il y en a un tel qui est paysan, qui fait ses légumes, qui fait ses fruits, l'autre qui fait du tissu, l'autre qui fait des chaussures, voilà, l'autre qui fait du sport, l'autre qui fait de la philosophie. Chacun apporte son savoir, chacun apporte sa richesse et on est complémentaires. Donc ce n'est pas forcément l'absence de structure ou d'organisation, ce n'est pas l'absence d'ordre. Ça, étymologiquement, c'est l'anomie, en grec, il y a un terme bien précis pour le désigner. Donc l'anarchie, c'est l'absence de primauté. Il n'y a pas de pouvoir, pas de domination. Personne ne domine l'autre, personne ne contrôle l'autre. Donc il peut y avoir une organisation, mais horizontale, pas verticale. Donc voilà, donc je suis absolument anarchiste sur ce point-là et je ne soutiens aucun parti politique et je n'appelle personne à aller voter. Voilà. Pour toi, la démocratie, c'est une farce? Ça dépend comment on entend. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu dis qu'aujourd'hui… Alors cette démocratie, bien sûr, on est d'accord. Oui, dans cette démocratie, on est d'accord. Voilà. Je pense que bon, voilà. Voilà, mais du coup, une démocratie qui ne serait pas anarchie, oui. Mais est-ce que tu crois, voilà, en une forme démocratique? Du coup, démocratie, un régime c'est démocratique. Le pouvoir au peuple. Et du coup, pour moi, ça ne peut passer que par l'anarchie. Ouais. Voilà, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que le peuple, là on a eu quelques… Enfin, est-ce que c'est des vraies tentatives? Moi, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, est-ce que les gens ont prouvé qu'ils méritaient le pouvoir ou qu'ils méritaient, tu vois, par exemple, tu l'as dit, ton cheminement, le fait que tu aies fait un minimum de recherche quand même, que tu aies cherché un minimum de vérité, ça, n'importe qui peut le faire. Pourquoi les gens ne le font pas, à ton avis? C'est le gros problème du déterminisme, ça. Et du coup, Nietzsche le dit, est-ce que vous êtes seulement de ceux qui peuvent vouloir, quoi. Donc c'est très compliqué. C'est vraiment les grandes questions du déterminisme. Et je n'ai pas la réponse à ça, mais très souvent, oui, je suis très déçu par la nature humaine. Et On parlait de courage tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est aussi cette question-là. La question, tu vois, avoir le courage, ça demande, faire des recherches, affirmer son opinion ou accepter que l'autre t'apprenne quelque chose, tu vois, tout ça, ça demande une forme de courage, d'humilité. D'humilité. Du coup, là, on en arrive à mes vertus cardinales. Donc, comme je disais, moi, j'ai formé mes quatre en m'inspirant de celles de Platon, mais elles sont différentes. Donc, moi, dans l'ordre, et l'ordre a une importance, c'est l'humilité, la fidélité, le courage et la foi. Et donc, donc pour moi, c'est vraiment les quatre vertus à avoir pour être dans un monde juste, dans un monde beau, vertueux. Donc, oui, donc il y a un ordre, quoi. L'humilité, la fidélité, pour moi, c'est la partie yin.
Donc qui ne demande pas forcément d'effort, de quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, c'est le minimum à avoir. On doit tous en faire preuve, on peut tous l'avoir, on doit tous l'avoir. Et ensuite la partie yang, du coup, qui est plus dans l'émission et qui demande, plus qui coûte plus. Voilà, donc la troisième c'est le courage, et ensuite la foi. Donc voilà, moi, ouais, chaque homme du coup doit avoir au moins les parties yang, et, enfin, chaque être du coup devrait, pour moi, dans un monde idéal, pour que le bien puisse régner sur le monde, bah, il faut qu'on acquiert ces 4 vertus qui sont mes vertus cardinales. Et pour moi, les autres qualités ensuite en découlent. C'est vraiment celle-là que je mets en précédente. En fait. Donc il y a ton engagement d'un côté et il y a de l'autre côté le combat. Enfin, tu es un combattant, je pense que de toute façon ça fait partie de toi. Aujourd'hui, tu vas peut-être te retrouver, enfin, tu ferais un trait sur ta carrière, on va dire à cause ou grâce à tes convictions. Enfin, tes convictions feraient que tu pourrais faire un trait sur. Bien sûr, tu il y a des priorités. T'as intégré, ouais. Bien sûr. Et moi, quoi qu'il en soit, les amendes ne seront jamais réglées qui sont à mon nom. Jamais. Et donc, du coup, si on me demande ça pour reprendre les combats, bah, je ne reprendrai pas les combats. Et aujourd'hui, c'est impossible. Je n'ai plus de carte d'identité, plus de carte bancaire. Donc pour l'instant, c'est impossible. Mais j'aimerais beaucoup reprendre parce que, comme je disais, j'ai retrouvé la santé maintenant. Et ouais, j'aimerais bien reprendre les combats. Je suis encore jeune, relativement. J'ai 29 ans. Il ne faudrait pas trop traîner non plus. Après, je vis au jour le jour. Et là, pour l'instant, il y a d'autres priorités. Je pense qu'on est vraiment une période de crise. Et qu'il y a des choses qui se préparent, donc voilà, donc je m'y prépare. Mais du coup, les combats, j'aimerais bien, mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Et est-ce que tu t'es, à travers toutes tes recherches, là, tu t'es intéressé un peu à l'histoire de la… comment on en est arrivé là, en fait, à cette, tu vois, à cette fausse démocratie, à cette… est-ce que… parce que c'est intéressant, quand j'ai vu effectivement que tu avais pris comme symbole Prométhée, ça m'a fait penser au fait que Prométhée, bon, bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les Jeux Olympiques, c'est la statue de la liberté, c'est le porteur de lumière, enfin, voilà, toutes ces choses-là. C'est aussi ça, en fait, ouais, et c'est comme si Prométhée avait été confisqué, en fait, parce que je pense qu'à l'origine, tu regardes, effectivement, il y a un gros symbole de la révolte, mais en même temps, c'est le symbole enfin, le feu, c'est le début de la science, de la connaissance, la lumière, de tout ça. Tout à fait, le la logos, lumière. comme on disait. Voilà, le logos, ouais. Et donc, tu as conscience de ça, en fait. Et c'est un personnage ambigu, même dans la mythologie, en fait. J'ai regardé un petit peu, du coup, j'ai ravivé un petit peu tout ça. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que y a la version d'Hésiode parle du fait que le feu intervient comme une vengeance de Zeus. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Prométhée aurait fait… il y a une histoire justement avec la viande. C'est très marrant justement parce que tu es vegan. Ouais, et il y a une histoire avec la viande qui fait que l'humanité du coup est condamnée à la mortalité et dont ça revient aussi à Platon avec le monde matériel putrescible, corruptible. Que finalement, oui, ils sont à un banquet, du coup, Prométhée et Zeus, et tous les dieux sont conviés, et ils vont décider qu'est-ce qui doit revenir aux humains, qu'est-ce qui doit revenir aux dieux. Et donc Prométhée, en voulant rendre service à l'humanité, va déguiser les os sous une graisse appétissante, et les rognures, du coup, les rognures et tout ce qui n'est pas appétissant, il va en recouvrir la chair, du coup, pour repousser Zeus. Et voilà, donc selon la version communément admise, Zeus prend le plat qui lui paraît le plus appétissant, se fait berner et tombe sur les os, et les humains du coup se retrouvent avec la chair. Mais il y a une version plus pertinente pour moi, plus audacieuse, qui va dire que Zeus finalement c'est lui qui a roulé Prométhée, et qui volontairement tombe dans le piège, et finalement condamne l'humanité à la mortalité. Parce que voilà, la chair représente ce qui est putrescible, alors que l'os représente ce qu'il y a de plus beau, ce qui est du coup imputrescible. Ce qui, du coup, ça revient avec le monde des idées de Platon, en fait. Du coup, invariable ou immuable. Voilà, c'est ça. Du coup, l'os, c'est la moelle, c'est l'os qui contient la moelle, donc l'essentiel, comme disait Rabelais, la moelle substantifique, ce qu'il y a de plus beau et de meilleur. Et donc, la chair, au contraire, la putréfaction. Et donc, ce serait Prométhée qui aurait condamné l'humanité à la mortalité, finalement. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, il y a vraiment un point très très intéressant avec ce feu en fait. L'histoire, je ne me suis pas tant que ça intéressé, mais un minimum. Et du coup, je pense que le feu a été vraiment privé, évincé en fait de notre société aujourd'hui.
Donc les gens se chauffent avec des radiateurs, c'est de l'eau évaporée. La cheminée, il n'y a plus. La cuisson, c'est des plaques. Et en fait, le feu a été retiré. Et pour moi, il symbolise vraiment la masculinité aussi, la combativité. Et donc l'andreia, ça c'est la deuxième vertu cardinale de Platon. Donc ça vient de andros, l'homme. On l'a traduit par courage ou fortitude, mais encore une fois, c'est très inexact. Donc ça serait plutôt la virilité en fait. Cette combativité, du coup, cette audace a été retirée pour moi aux hommes en fait. Et pour moi, c'est de la pure logique en fait. Un gouvernant ne veut pas d'homme avec l'andrea et ne peut pas gouverner d'homme avec l'andrea. Un berger ne veut pas mener un troupeau de béliers ou de taureaux. Un berger, il mène un troupeau de moutons ou de bœufs. Qu'est-ce qu'un mouton? C'est un bélier castré. Qu'est-ce qu'un bœuf? C'est un taureau castré. Donc tout animal qui a son andrea, du coup qui a sa testostérone, qui est mâle en fait, est indomptable et sauvage. Et donc le travail des éleveurs, c'est toujours de les castrer, de retirer du coup cette testostérone. Et pour moi c'est pareil pour les humains. Les gouvernements du coup ont travaillé à retirer cet andrea des hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que recherche un homme? Jacques Brel le disait dans une interview en 1970 en fait, que la société basculait dans des valeurs yin. Même les jeunes hommes, ce qu'ils recherchent, c'est un travail avec une sécurité, avec une bonne rentrée d'argent, un bon appartement, une bonne maison. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Ça, ce sont des valeurs yin. Les valeurs yang, c'est l'aspiration, c'est le risque, c'est la création. Les gens s'en moquent aujourd'hui. Et quand je parle d'orgueil prométhéen, justement, de vouloir toujours faire mieux, de ne jamais vouloir s'admettre vaincu, et ben même dans les lieux alternatifs, les gens me répondent oh, c'est de l'ego, c'est de la vanité, c'est du conditionnement qu'on t'a mis à l'école. Mais pas du tout, à l'école, on enseigne tout l'inverse en fait. Et du coup, ça fait partie des sens de l'homme, comme tu disais, donc les Jeux Olympiques. Ça rassemble aussi les hommes. Du coup, ils célèbrent ce mythe de Prométhée à chaque commencement. Et donc, du coup, les hommes se rejoignent pour se mettre en compétition, mais en même temps, ça crée du lien. Et du coup, c'est une émulation positive à ce moment-là. Et c'est aussi pourquoi est-ce qu'on vit? Si on vit pour avoir de l'argent à la fin du mois et subvenir à nos besoins, c'est une boucle absurde. C'est les Shadocks qui pompaient pour vivre et qui vivent pour pomper. Ou ça d'accord, c'est ce qui nous fait vivre. Tu as aussi Robin Williams qui le disait dans Le Cercle des Poètes Disparus. Il dit ouais, être banquier, faire ci, faire ça, c'est très bien, c'est ce qui nous permet de vivre, mais ce n'est pas ce pourquoi on vit. Lui, c'était la poésie. Et donc, ce pourquoi on vit, c'est nos passions. Et c'est toutes ces valeurs ouraniennes, en fait, yang, qui vont vers le ciel, qui nous poussent vers le haut et qui ne sont pas matérielles, qui donnent un sens à la vie. Et du coup, pour moi, ça a été retiré. En fait, on est dans une société qui est complètement yin, maintenant tournée vers la terre, complètement matérialiste. Et donc le feu a été évincé. Et donc le feu qu'on retrouvait du coup dans les Jeux Olympiques, où les gens se retrouvaient dans la compétition pour repousser les limites, pour aller toujours plus loin, pour faire toujours mieux, aller toujours plus haut. Et voilà, donc ce feu a été clairement supprimé. Voilà, et en même temps, donc, la vitalité, l'andrea, la révolte, qui fait que les hommes devraient être indomptables. Et aujourd'hui, ont été domptés, ont été bâillonnés, muselés. Et effectivement, les Jeux Olympiques, ils n'ont pas justement été confisqués aussi par toute cette… enfin, les Jeux Olympiques à l'origine d'ailleurs étaient vachement plus guerriers qu'aujourd'hui. Je pense. Ouais, c'était quasiment que des sports de combat en fait. Même la course, c'était une course en armes. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tu penses quoi de cette société? Tu penses qu'on peut changer, enfin, que l'homme aujourd'hui peut changer encore, qu'il a moi, je pense qu'il y a une forme de rédemption peut-être par lequel l'homme est obligé de passer, mais qui va avec, tu vois, une forme de passion au sens de souffrance. Ouais. Je pense on en avait parlé avec Cyril Diabaté, que j'avais invité sur un podcast, et puis il avait dit que effectivement l'homme va apprendre par la manière parce que s'il ne comprend pas par l'autre, au bout d'un moment, c'est obligatoire. Voilà, je pense que même aujourd'hui, on a bien vu, enfin, je ne sais pas, moi, c'est avec cette crise-là, avec leur crise sanitaire, je vais me faire encore des amis, on voit bien que les gens ont accepté l'inacceptable. Absolument. En fait. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a… Je disais, plus de dignité, plus d'andrea. Ouais, voilà, on voit bien que l'émasculation, il n'y a pas eu la moindre résistance en fait. On leur a dit tout et son contraire. On leur a fait perdre toute forme de logique, de raison, et ils ont dit amen. Enfin, ils n'ont même pas dit amen, ils n'ont rien dit en fait. Absolument. Ouais. Et effectivement, bon, là, on vit une époque de soumission ultime, et
c'est comme si on a vu un test en fait et que l'humanité a échoué pour l'instant. Ouais, non, mais c'est pessimiste, mais c'est réaliste, c'est un constat, je le partage. Donc, ouais, je sais pas quoi ajouter. Moi, du coup, je suis. Est-ce que tu restes quand même parce que malgré tout, enfin, tu vois, j'ai ce côté-là. On est obligé d'en tirer ces conclusions-là. Enfin, moi, je pense que c'est à peu près obligatoire. Mais je pense que quand même, mais j'ai foi un minimum, tu vois. Je pense que effectivement, l'homme, il est trop dans la douceur, la dolce vita. Là, tu vois, il y a trop de tentations, c'est trop facile en fait. Et parce que malgré tout, tu regardes en France, bon, c'est pas très difficile de survivre en France. Bien sûr, le niveau de vie est trop élevé en fait. Et moi, j'ai toujours ressenti ce profond déséquilibre en fait. Parce que ça, c'est une des règles de cet univers. C'est pour obtenir quelque chose, il faut fournir l'effort adéquat. Et aujourd'hui, les gens reçoivent mais tellement plus, ils ne sont pas capables de fournir les efforts nécessaires pour 1/10 de ce qu'ils consomment aujourd'hui. Donc si eux reçoivent sans produire l'effort adéquat, c'est que cet effort il est fourni quelque part. Donc il y a un déséquilibre. À l'autre bout de la chaîne, du coup, il y a souffrance soit d'un humain, soit destruction du règne minéral, végétal ou animal. C'est pour ça qu'on détruit la planète et qu'il y a des grandes inégalités et que rien ne va plus aujourd'hui. Donc évidemment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur ce retour aux sources, à la terre, à l'humilité. Mais du coup, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, ouais, bah c'est vraiment terrible. Et du coup, je vis au jour le jour, en fait, sans me poser de questions. Et même si je n'ai pas forcément la foi, bah voilà, je me mets des œillères en agissant, en fait, en étant dans l'action, et tant pis. Et ça rejoint aussi mon courant de pensée, l'absurde, en fait. L'homme absurde ne se sépare jamais de sa lucidité. Et c'est illustré d'ailleurs par le mythe de Sisyphe, qui pousse son rocher au sommet de la montagne, qui retombe éternellement, mais il recommence à chaque fois. Donc c'est ouais, je fais de mon mieux sans me poser de questions en fait. Je suis à la lutte, je suis à fond. Même s'il n'y a pas de résultat, bah tant pis. Voilà. T'es dans l'action, dans le l'action, faire voilà. et tout. Ouais. C'est ça, tant pis au bout d'un moment. Ouais. Je recherche pas. Et après, comme disait Zarathustra aussi, ça fait longtemps que j'aspire plus au bonheur. Ce à quoi j'aspire, c'est à mon œuvre. Donc voilà, donc j'agis, je suis à fond. Est-ce que tu as ressenti, comme moi, qu'en France, il y avait un problème effectivement avec la confrontation physique? Bien Et sûr, du coup, forcément, avec les sports de combat, et que les sports clairement, on le voit de toute façon même au niveau de la loi, la légitime défense en France, c'est une absurdité. Enfin, c'est pas une vraie légitime défense. On peut pas vraiment se défendre physiquement en France. Et on le voit à travers tous les sports de combat. En France, ils ont toujours été sacrifiés. Enfin, c'est les parents pauvres et toi, tu l'as ressenti ça dès le départ quand au départ, quand tu as commencé la boxe thaï, peut-être dans le regard des gens Ouais, bah, du coup, comme je disais, j'ai mon style qui était très critiqué en France. Parce que voilà, eux, ils préfèrent, bon, attention, pas ceux de haut niveau, mais la majorité des Nakouais qui font ça par plaisir et qu'on trouve sur les réseaux, en fait. Eux, ils vont dire qu'ils aiment la belle technique, l'esthétique, mais ils n'aiment pas aller courir, ils n'aiment pas faire du PAO, ils n'aiment pas souffrir en gros. Mais les gars, faites du foot, moi j'ai envie de leur dire, c'est tout. Et donc, ouais, mais très douillet, je le vois même par la montagne en fait. Quand moi je fais beaucoup de montagne, je suis passionné dans les Pyrénées, mais quand tu passes côté espagnol, tu changes d'entendement. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent les vires, les clavijas, c'est normal. Et côté français, ce serait beaucoup trop impressionnant, beaucoup trop dangereux. Donc, une vire, c'est un sentier très escarpé en fait à flanc de falaise, en fait un peu comme une corniche. Voilà, mais en fait il n'y a pas de danger. En fait, c'est juste que tu marches comme si tu marchais au bord de l'autoroute. Si tu fais un pas sur la gauche, t'es mort. Voilà. Mais en soi, ça ne demande pas de capacité technique. Et les claviras, ce sont des tiges métalliques, des grosses barres qui vont planter dans le rocher là où il n'y a pas de prise. Et donc tu passes sur les claviras, c'est enfantin d'un point de vue technique, mais pareil, tu te lâches, t'es mort. Mais il faut le savoir. Et pour les Espagnols, n'ont pas de problème avec ça. Et côté espagnol, moi, je réfléchis à 2 fois, voire 10 fois avant de couper. Parce qu'en France, ils sont très douillets, ils veulent éviter le moindre risque ou effort. Donc les chemins, ils tortillent tout le temps. En Espagne, ils vont droit au but. Avant de couper, moi, je réfléchis, c'est qu'il y a une raison valable. Donc voilà, je sais quand je suis côté français ou côté espagnol, les règles ne sont pas les mêmes. Tu changes d'entendement. Et les Français sont très douillets. Mais du coup, il y a un paradoxe. Bon, ça, je ne sais pas si tu connais le principe d'énonciodromie. C'est la course des contraires. Pour moi, c'est un des principes vraiment fondamentaux du vivant qu'on retrouve à tous les niveaux. Ça a été établi par Héraclite, du coup, dans l'Antiquité, repris par Carl Gustav Jung, qui est mon maître à penser au XXe siècle, du coup. Et c'est la course des contraires, en fait. Et du coup, paradoxalement, ce fait-là s'équilibre dans le fait que les Français, je trouve qu'on a les plus gros guerriers de la planète, en fait, d'un autre côté. Bon, aujourd'hui, la ceinture de l'UFC, elle s'est disputée par 2 Français, finalement.
Donc, après, français, c'est vrai que Francis Ngannou, ça peut Oui, il discuter, est très. Non, il est camerounais. Il est, Et pas, il est ouais. pas français. Il est venu. Il est francophone. En fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un français dans le. Ouais, et, voilà. et je suis d'accord avec toi. Après, on a des gros guerriers. On avait Joe oui. Prestia, après la team, toute la team de chez Nasser. Non, et puis, enfin, l'histoire de France, c'est une histoire de guerrier Voilà. aussi. Et donc, du coup, moi-même, en fait, que mon style était vraiment dans les plus guerriers de la planète au Muay Thai, quoi. Donc, c'est ce que j'appelle l'énonciodromie. La masse, la moyenne, du coup, en France, est très, très douillette. Mais du coup, il y a quelques guerriers qui sortent du lot pour équilibrer cette-là, en fait. Pour qu'au final, on retrouve plus ou moins le même équilibre dans tous les pays. Que du coup, tu as la masse qui est vraiment très, 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 très vers le bas à ce niveau-là. Et du coup, il y a quelques guerriers qui vont rééquilibrer dans ce sens-là, qui sont, eux, extrêmement combatifs dans l'Andrea, quoi. Eh ben, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, c'est parfaitement illustré par le MMA français, justement, qui a été toujours interdit, enfin qui vient d'être Voilà. autorisé Et là, il y a finalement, assez peu de aujourd'hui, temps oui, dans et- l'histoire. Enfin, c'est le dernier pays à avoir autorisé. Mhm. Et pourtant, tu as beaucoup de Français qui sont illustrés. Ouais. Là, tu en as pas mal à l'UFC actuellement. Ouais. Ou même dans d'autres organisations. Et alors que sur la quantité, sur le potentiel, enfin tu vois, les compétiteurs en MMA français par rapport à tous les autres pays, c'est ridicule. Mm. Mais effectivement, c'est contrebalancé, c'est équilibré comme ça. Ouais. Donc, et le MMA, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu t'es déjà essayé J'ai justement un à ça? petit peu essayé le jiu-jitsu brésilien, c'est vrai que ça me plaît pas trop, mais si je veux me mettre au MMA, c'est absolument nécessaire. Mais ouais, du coup, je Et tu l'envisage. avais essayé, excuse-moi, le jiu-jitsu, comment? En grappling ou avec ouais, un kim c'était plutôt en mode grappling. Et du coup, c'était quand j'étais à Shanghai, là, du coup, dans mon club de MMA. Il y avait évidemment beaucoup de clubs beaucoup de cours de jiu-jitsu et de lutte. Et après, du coup, dans mon pays aussi, il y a un mec qui est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien et qui en a fait quelques trucs, voilà. Mais ouais, non, moi, c'est pas ce qui me plaît. Mais ce serait- Non, c'est la frappe, c'est la Ouais, moi, percussion, c'est tu la disais tout à l'heure. Ouais. Mais au sol, Au sol, moi, du coup, ouais, voilà, je peux. Du coup, MMA, je frapperai au sol. Et du coup, ouais, je pense que j'aurai un style qui pourrait quand même y convenir. Il faut juste que j'apprenne les bases, voilà, en lutte et en jiu-jitsu brésilien. Et ensuite, je pense que je pourrais y faire mal, ouais. et ton séjour en Chine. Donc tu es resté là-bas combien de temps? 6 mois à Shanghai, du coup. Et comment tu t'es plu là-bas? Comment tu as été intégré? Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la Chine? Alors, du coup, Shanghai, je pense que c'est pas la Chine. Je pense que la Chine, c'est très, très grand, très peuplé. Donc, il y a plein de Chines différents. En fait, un petit peu comme dans l'œil du loup, il disait qu'il y avait l'Afrique noire, l'Afrique verte, etc. Et donc, du coup, en Chine, Shanghai, ça a été difficile pour moi, hein. C'est mon point d'amour de la nature, c'est l'enfer, c'est l'opposé. Et même l'incivilité, en fait, les gens, les zombies, quoi, sur leur smartphone comme ça, qui te calculent pas, dans le métro, aucune civilité, qui viennent tous s'amasser devant les portes, qui t'empêchent de sortir. C'était assez terrible à ce niveau-là. C'est pas des Japonais. Ouais, mais ensuite, c'était intéressant du coup d'un point de vue professionnel. Pour moi, du coup, j'ai commencé à enseigner le Muay Thai là-bas. Je l'ai fait pendant 6 mois. Ça m'a fait une grosse expérience à ce niveau-là. C'est de quoi je vis aujourd'hui. Du coup, mes 2 combats ont été très importants aussi. Du coup, on me permet de renouer avec la victoire et de rester sur des victoires aujourd'hui. Avec Joa, du coup, c'est très cool. C'est une forte aventure humaine. Avec ceux du club, ça s'est très bien passé. Je me suis fait aussi des amis là-bas. Donc, salut ça. Donc, non, ça a été quand même très fort, très riche, mais très dur. Et donc, c'est pour ça que depuis que je suis revenu de Shanghai à l'été 2018, je suis parti en cure de nature, je suis parti à l'aventure. Et là, j'en sors tout juste. Là, du coup, je suis à Paris depuis même pas une semaine. Et voilà, donc je suis parti directement dans les Pyrénées et l'aventure s'est enchaînée. Donc, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Gare, Cévennes, et on arrive aujourd'hui finalement. Il y a combien de temps que tu n'étais pas venu en fait sur Paris? Ou que tu n'étais pas resté en tout cas plusieurs jours? 2019. Ouais, j'ai eu un petit passage quand même où j'y suis passé en 2019, ouais. Ouais, il y a eu un passage quand même début de l'année 2019 où j'y suis passé. Du coup, ouais, là ça fait 3 ans finalement. Ça fait 3 ans. D'accord. Ta course, tu peux nous en parler un petit peu justement? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé comment vous avez décidé du point d'arrivée, du point de départ, et puis les escales et les gens que tu as pu rencontrer là. Enfin, Yes. c'était... Finalement, ça je l'ai expliqué un petit peu au début, le pourquoi ce départ de Lourdes. Et finalement, après du coup, Lourdes à Paris, ça faisait à peu près 750 km en prenant le plus court. Et moi, j'avais dans l'idée de courir une trentaine de kilomètres par jour, donc ça ne tombait pas à 28 jours, ça avait plutôt 25, 26. Et moi, j'aime beaucoup Clermont-Ferrand, j'en ai déjà parlé de cette ville, donc j'ai voulu retourner à Clermont-Ferrand. Et donc, en passant par Clermont-Ferrand, ça faisait 850 km. Donc, les erreurs de parcours font que j'en ai couru 900.
même un peu plus. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Clermont-Ferrand. Ensuite, le reste, c'était simplement sens pratique, quoi. Donc, Michael, il regardait à peu près 30 km, quelle ville, quel village s'arrêtait. Et voilà. Et ensuite, du coup, c'est lui, vu que moi, j'ai pas de téléphone, qui s'occupait de toute la partie logistique. Donc, on a fait un Telegram, un Facebook. Et donc, les gens nous contactaient au fur et à mesure. Bah, nous, on peut vous héberger à tel endroit, tel jour. Voilà. Donc, grande aventure humaine. On n'a fait qu'une seule nuit dehors, qui était rigolote. De toute façon, on a fait en tente. Moi, c'est pas un problème pour moi. On a fait un feu de bois, voilà. Et tout le reste, du coup, que des rencontres. Et donc, certaines très riches. On peut voir sur des vidéos avec les enfants. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Donc, ouais, des super rencontres, grande aventure humaine. Donc, encore une fois, et c'était un des grands points de la course aussi, parce qu'avec le Covid, ils veulent éloigner les gens les uns des autres. Gestes barrières, masques, confinement, couvre-feu, créer une peur entre les gens. Donc, non, on veut réunir les gens. Et donc, ça, on l'a fait vraiment avec beaucoup d'efficience, quoi. C'était vraiment une grande réussite sur ce point-là, quoi, avec les gens, beaucoup recréer de l'humain, du convivial. Donc à ce niveau-là, vraiment super. Tu as pu rencontrer des gens, ça a pu te rassurer un petit peu, justement on parlait de pessimiste tout à l'heure, sur la combativité de certaines personnes et sur le fait que les gens quand même, il y a certaines Après, personnes qui sont la prêtes. combativité, elle est Oui. relative, parce que les gens, du coup, ils sont contents de pouvoir prendre au combat en me soutenant. Mais eux, ils portent le masque. Eux, ils sont confinés. Eux, ils ont Oui, respecté eux, ils plus acceptent, ou moins cette- les couvre-feux. Ouais. Après, ouais, ils ont filouté un peu souvent. Mais des personnes qui ont eu un engagement clair comme moi, non, j'en ai pas rencontré malheureusement. Ouais. Et Oui. je vois, ils vont dire, voilà, je le mets sous le nez, le masque, je le mets vraiment que quand je suis obligé, j'évite au maximum. Mais des gens qui ont été francs et entiers comme ça, Rusés, non, j'en ai pas ouais, rencontré, non. Ouais. C'est vrai que tu pensais qu'il y en aurait plus que ça, qu'il y Non. aurait plus de gens. Non, je me fais pas d'illusions. Non. Du coup, voilà, ça, l'homme absurde, il se sépare pas de ses lucidités. Donc même s'il sait que son œuvre elle servira à rien, il le fait quand même finalement. D'où le côté absurde, quoi. Et le mythe de Sisyphe, quoi. Et ça se conclut de toute façon en disant que la lutte vers les sommets suffit à remplir son cœur d'homme et qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc finalement, c'est ça le bonheur, peut-être que moi je le trouve dans la lutte, finalement dans le combat, quoi, en tant que guerrier. Et justement, pour revenir un peu au combat, toi, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien donc les armes plus spécifiques de la boxe thaï, les coudes et les genoux. Ouais. Et tu continues à t'entraîner de quelle façon pour Alors du coup, ouais, c'est très loin du haut niveau. Ouais. Hein. Mais du coup, j'ai réussi à récupérer un sac là où je vis. Je vais l'accrocher à des cages sur un stade. J'ai mes élèves qui peuvent me tenir un peu le bouclier, un peu les gants. Voilà, donc je frappe un petit peu comme ça, mais c'est à des années-lumière du haut niveau. Mais cela dit, je pense que j'y reviendrai assez vite. Je pense qu'en quelques semaines, maximum quelques mois, je pourrais y revenir. ça te manque pas justement cette confrontation de quelqu'un de ton niveau? Alors j'en ai besoin, mais du coup, je peux la trouver différemment. Je peux la trouver en montagne, où je pratique aussi de façon assez particulière. Moi, j'y vais en short t-shirt et en basket, sans matériel, et je me mets à attaquer des piles d'escalade. Donc pareil, je sais que si je fais un faux pas, bah, c'est terminé. Mais c'est la règle du jeu, j'en suis conscient, je les accepte. Donc voilà, et puis même l'effort, quoi. Je vais courir en montagne, donc pareil, souvent sans matériel. Je suis dans la nature, quoi. C'est la rudesse, c'est une façon d'exprimer mon Andrea aussi. L'Andrea, en fait, j'ai besoin de l'exprimer, et je peux l'exprimer du coup en montagne. Mais si j'ai pas la montagne, si je vais pas courir des grosses heures en forêt ou faire mes pompes sur 2 doigts, j'ai besoin de la boxe. Ouais. Mais du coup, quand je suis au pays, déjà je peux trouver mon équilibre du coup avec mes élèves, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, voilà, quand je fais de la montagne, j'ai pas forcément besoin de la boxe. Mais j'ai besoin en tout cas de l'Andrea, du polémos, de ce contact, de cette combativité, mais voilà, qui peut passer par autre chose que la boxe finalement. Et tes élèves sont réceptifs? Tu en as certains qui sont Après, qui veulent. ils ont un petit niveau. Oui. Du coup, voilà, donc on Ils travaille. commencent tous. Ouais, on travaille. Enfin non, il y en a certains qui ont été pris dans des autres clubs, mais là, je reprendrai les propos de mes entraîneurs un peu à moi. C'est que je préfère avec ceux qui n'ont rien fait en fait. Avec les papiers vierges, j'obtiens bien ils sont pas forcément meilleurs au jour d'aujourd'hui, mais plus rapidement à des meilleurs résultats. Ils font des mouvements plus propres très vite, ils assimilent bien les bases. Parce que voilà, c'est des papiers vierges, alors que ceux qui ont été dans d'autres clubs, souvent, tu dois retirer le défaut pour réapprendre le mouvement correct. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, j'en ai pas qui ont le niveau avancé et ils sont pas trop guerriers. Ils font ça pour apprendre l'art, pour se mettre en forme, voilà, parce qu'ils aiment bien mon contact aussi. Donc je leur apporte quelque chose d'un point de vue humain dans tout l'être aussi. Mais du coup, j'en ai pas de haut niveau, donc on ne peut pas travailler directement ensemble. Mais voilà, ce qui me permet de travailler en me tenant les gants ou le bouclier, quoi. D'accord. Et ils sont réceptifs à toutes tes causes, à ton mode de vie, à tout ça? Oui, je pense, Ouais. et c'est même souvent ce qui les attire chez moi, en fait. Il y a des fois, peut-être même plus que la boxe, finalement, des fois.
Donc ouais, je pense ouais, et autour de moi, du coup, c'est pour ça aussi que je peux vivre comme je le vis depuis plusieurs années, donc sans rien. C'est que les gens aiment mon personnage et les valeurs que je véhicule surtout. Et du coup, c'est leur façon de les soutenir et ils le soutiennent. C'est grâce à eux que c'est possible. C'est pour ça que je peux vivre. Et c'est grâce à eux que la course a été possible. Encore une fois, je les remercie tous. Donc voilà, gros merci aussi à Béa, de la Caverne de l'Ours, elle se reconnaîtra. Donc voilà, donc c'est grâce à eux que la course a été possible. En fait, j'ai récolté un peu tout le positif que j'avais semé les années passées. C'est eux qui ont permis, voilà, qui m'ont offert les chaussures, qui ont versé les sous dans la cagnotte pour que ce soit qu'on puisse faire ça. En fait, on n'avait pas de voiture, moi j'avais pas de chaussures de course, mes chaussures c'était celles de l'été, elles étaient mortes. Donc il y avait plein de choses en fait. Du coup, voilà, c'est grâce aux relations, tous les contacts que j'ai faits ces dernières années dans mon pays qui ont permis que la course soit possible. Toi, tu as une hygiène de vie, une rigueur de vie précise, c'est-à-dire tu te lèves à telle heure, tu fais telle ou telle chose. Est-ce que tu as un... Alors c'est une sorte d'équilibre. Il n'y a pas d'heure précise par exemple, donc j'ai pas de téléphone, pas de réveil. Mais généralement, je me lève assez tôt. Je commence par faire mes étirements et mes pompes. Ensuite, je me baigne à la rivière. Donc ça, c'est pas si précis que ça. En étant la moyenne, c'est 2 fois par semaine. Voilà, mais du coup, voilà, je les douche et tout, j'y vais jamais. À part du coup, depuis un mois, là, la course, c'était un compromis, une constitution pour qu'elle soit possible. Mais du coup, voilà, donc c'est un équilibre entre les deux en fait. Voilà, j'ai mes habitudes, mais non, il n'y a pas de règle stricte, c'est pas établi avec précision en fait. Et du coup, voilà, donc mon alimentation, pareil, généralement je déjeune relativement tard, surtout des fruits. Mais voilà, ça dépend, je m'adapte avec le quotidien, avec les activités. Voilà, des fois, je suis un gros gourmand, je peux faire des gros écarts, surtout dans les sucreries, vegan bien sûr, mais quand même, j'adore cuisiner aussi, je fais plein de gâteaux vegan. Donc ouais, donc c'est un savant mélange entre les deux, c'est une alchimie. Donc voilà, j'ai mes habitudes, j'ai mes coutumes, mais pas de règle arrêtée dessus. Donc voilà, des défauts où je me lave pas pendant 10-15 jours. C'est comme ça. Après, j'utilise pas de brosse à dents, pas de dentifrice, enfin pas de brosse à dents aussi. Je me lave les dents mais sans dentifrice, pas de savon, pas de shampoing. Donc voilà, que l'eau pure pour me laver les dents ou pour me laver. Et voilà, encore une fois, c'est que 2 fois par semaine. Donc ça rejoint aussi le fait de boire ces 2 litres d'eau par jour. Le fait de se laver tous les jours, c'est absolument inutile. Donc tu t'affaiblis et tu épuises les ressources de la planète. Donc voilà, encore une fois, cercle vicieux ou vertueux. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui ne lâchent pas leur masque aujourd'hui? Tu as beaucoup de gens encore qui continuent à porter leur masque et qui ont intégré qu'en fait un masque c'est utile dehors, voilà, quand on ne sait pas trop quoi, un virus ou quelque chose se propage. Enfin, en tout cas, il faut mettre un masque pour respirer. Il faut respirer à travers un morceau en papier, quoi. Ou alors à ceux qui pensent que tu peux pas survivre, l'humanité peut pas survivre, tu vois, sans vaccin ou sans des produits miracles comme ça. Est-ce que Là, ça qui est vraiment les mots ne peuvent plus suffire. Ouais. Et moi, je pense aussi, il y a une phrase d'Albert Schweitzer qui dit l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer, c'est la seule. Donc voilà, si je veux les raisonner, je leur dirais regardez-vous votre santé et regardez la mienne aujourd'hui qui vit sans masque et sans vaccin. Et après, si ça ne marche pas, rien ne marchera. Continuez à vous tuer, quoi. Normalement, je ne peux plus rien dire, quoi. Je ne peux plus rien faire. Je lâche prise. Écoute, je te remercie, Raphaël. Yes, je crois que tout est dit. Ouais, on a pas mal causé et c'était une rencontre précieuse. Yes, J'espère que les gens se rendent compte de la chance, voilà, qu'on a eu d'écouter Raphaël. Voilà, et encore une fois, je crois que c'est un modèle de vie et je pense que c'est ça aussi qui manque aujourd'hui. Des modèles, justement, des exemples. C'est pour ça que la course a si bien marché aussi, c'est que les gens ont besoin de symboles de tous les temps, ça a fédéré, ça a rassemblé, et ça parle à l'inconscient des gens, ça ne rentre pas aussi à Carl Gustav Jung. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop de mauvais leaders, de mauvais modèles, et que les médias sont faits pour ça, la télé est fait pour ça, enfin, quasiment tout est fait pour ça. Ce mode de communication, il va de pair avec le mode de consommation. Et effectivement, il faut sortir un petit peu de là, chacun à son niveau. Voilà. Mais il faut y aller à fond, en tout cas. Il faut s'engager à fond. Chacun à son niveau, mais engagement 100%. Voilà. Raphaël, un vrai plaisir. Partagé. Voilà. Merci et je te souhaite bonne chance et on va se revoir très bientôt de toute façon. Yes, voilà. Au revoir à tous et puis à bientôt. Ciao, bye. Merci.